Bonjour, merci d'avoir lancé cet épisode. Cette semaine, je reçois Jean-Michel Martel que j'ai réussi à convaincre de participer à mon podcast. Donc je suis très content de partager notre discussion. Alors on a enregistré l'épisode fin juillet, donc ça fait un petit moment, mais si t'écoutes depuis le Québec, il joue 1 heure de spectacle mardi prochain, le 17 octobre, au Lion d'Or à Montréal. Vas-y, rends-moi jaloux et envoie-moi une photo de tes places, ça me fera très plaisir de me dire que tu as acheté les places après avoir écouté l'épisode. Mais avant de te laisser écouter l'épisode, je vais te parler de quelque chose. J'ai lancé une campagne de financement participatif afin de me permettre d'améliorer la qualité audio de mes podcasts. Dans l'épisode que tu vas écouter aujourd'hui et dans les 2 précédents, il y a une humoriste québécoise qui s'appelle Radicalis qui m'avait prêté son matériel et la différence était folle au niveau de la qualité sonore. Aujourd'hui, je suis de retour en Belgique et j'ai plus ce matériel. J'ai envie de continuer ce podcast longtemps, mais j'ai pas envie de perdre cette qualité sonore que j'avais eue. C'est pour ça que j'ai créé une campagne de financement participatif. Tu peux donner le montant de ton choix. Ça peut aller de 1 euro à 700 euros. Après, si tu offres 700 euros, la campagne est complétée et financée complètement. Donc ce serait trop bien. Mais je me doute que tu n'as pas 700 euros à me donner aujourd'hui. Donc voilà, si chaque auditeur donnait 1 euro, la campagne elle serait déjà rapidement un succès. Donc voilà, si tu veux encourager le podcast et t'assurer d'un bon confort d'écoute pour les autres épisodes, tu sais quoi faire. Le lien est en description de l'épisode. Tu peux aussi t'abonner au podcast et lui mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, partager l'épisode ou faire découvrir le podcast autour de toi. Et garde la date du 10 décembre libre car j'y enregistrerai un podcast live au Petit Kings à Saint-Gilles face au public. Ça va être super chouette, donc garde la date libre si tu es en Belgique. Voilà, bon épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un humoriste que j'adore. Je reçois Jean-Michel Martel. Ben oui, si vous avez bien lu le titre du vidéo ou du titre Spotify ou tout. T'es sur tout? Sur tout. Ok, bon, voilà. Comment ça va? Ça va bien, je crois, je pense. Il fait beau, c'est tout ce qui compte. Ouais, c'est ça. Ça marche. Mais merci beaucoup d'avoir accepté de faire mon podcast. Ce qui est pas rien en passant. Je sais. Ça a tout pris pour que j'accepte, là. Je pense que j'ai refusé puis réaccepté 800 fois. Je fais jamais de podcast, là, à chaque fois, je fais comme, qu'est-ce que je vais dire? Ça sera pas drôle, là, ça va être dole. Tout pour vendre le début de l'épisode. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que j'ai fini par accepter quand tu m'as dit que tu fais du montage. Je fais comme, enfin, je vais pouvoir dire les pires insanités. Et après me demander de tout retirer. Ouais, c'est ça. Puis l'épisode dure 12 minutes. C'est ça. Donc si vous voyez un épisode de 12 minutes, vous savez que c'est ça, que je me suis Jean-Michel laissé aller. a des propos problématiques. Je suis pas censuré. Est-ce que toi, t'es consommateur de podcasts? Je pense que oui. Sous-écoute? On dirait... Moins? Non, on dirait que tout le monde est consommateur de podcasts. Aussitôt que tu es un peu dans le milieu de l'humour, t'as pas le choix là, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Puis, on dirait depuis les 10 dernières années, c'est beaucoup là que le monde consomme le contenu des humoristes. Là. Oui, donc oui, j'en consomme beaucoup. J'en fais très peu, mais j'en écoute beaucoup. Là. Dans ceux que tu consommes principalement? En fait, c'est vrai que j'écoute beaucoup plus les extraits qui se mettent sur YouTube ou Facebook. Je fais comme des 7 minutes. Pour moi, c'est la dose parfaite parce que c'est rare qu'en voiture... On dirait qu'en voiture, ça me déprime écouter un podcast. OK. Mais un 7 minutes, c'est la durée parfaite devant mon ordi pendant que je mange des céréales. OK. Puis après ça, je retourne écouter la soundtrack de Paper Mario. Puis là, je suis bien. Ok, moi c'est l'inverse. En voiture, c'est un des trucs que je préfère. Écouter des podcasts en voiture, ouais. Ça me fait passer le temps à une vitesse. J'ai l'impression... J'aime bien avoir des longs trajets de voiture en me disant « Yes, je pourrais écouter le podcast au complet. » Ah oui, c'est ça le truc. Ouais. Peut-être que le fait que j'avais pas de char, ça l'aide pas, là, mais... Probablement, ça doit rentrer en jeu. Ouais, je pourrais peut-être me louer un char pour écouter des podcasts au complet. Là. Ça vaudrait peut-être la peine. Mais t'as ton propre podcast avec P.O. Forger qui est super marrant. Merci. Qui s'appelle Un genre de podcast. Oui. C'est d'ailleurs ce qu'il décrit le mieux. Parce que oui. Est-ce que c'est vraiment un podcast que... Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce projet-là et de comment c'est né? Ouais, ben c'est dur à décrire, je trouve. Je vais le prendre comme un compliment. Oui. C'est exactement ça. On essaie de trouver, de se démarquer, mais c'est né de essais-erreurs, puis de CPO surtout qui voulait un podcast, puis qu'à un moment donné, il m'en avait parlé. J'ai comme, je sais pas, moi, on peut peut-être l'essayer. Au début, ça devait s'appeler Gros gens comme devant, mais on sait pas pourquoi. C'est cette expression-là. Moi, j'en suis jamais revenu. Là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression juste québécoise ou... Oui. Ouais, hein? Ben, moi-même, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, d'accord. Moi, je pensais que j'allais apprendre une expression, mais même... Non, même pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Puis on a filmé 3 épisodes pilotes, puis à chaque fois, on fait quand même, il me semble que c'est pas ça, puis c'est dole. À un moment donné, je suis comme, ça, c'était pas si pire. Là, je l'ai pris, puis là, j'ai fait du montage, puis comme...
On a rapiécé 1h30 en 25 minutes. Je suis comme, là, je pense que c'est pas pire. Fait que c'est vraiment, au début, c'était pas prévu là, qu'il y ait des coupures. C'est comme un podcast avec des jump cuts, mais sinon, c'est trop plate. C'est pas écoutable s'il y a pas de jump cut. C'est juste deux gars évachés à terre qui parlent. Donc, ouais, c'est né de ça. Puis après ça, tu vois, il y a une inondation dans le sous-sol à PO, puis c'est là qu'on tourne l'épisode. Donc, puis aussi le fait que c'est zéro régulier. Tu sais, des fois, ça prend une semaine avant qu'on tourne l'autre épisode, des fois 2 mois. Mais tout est accusé, puis tout s'excuse avec le titre du podcast. Comme, c'est un genre de podcast, c'est pas clair, mais... Mais on dirait un peu, pour moi, 2 humoristes qui réfléchissent à des blagues, mais qui se laissent aller sur un sujet. Ouais. Ça part dans tous les sens. Puis il y a la pression de moins de si c'est pas bon, on l'enlève au montage. Il y a ça aussi. Fait que, ouais, on se lance plein de pistes, puis à un moment donné, ça donne de quoi de bon. Donc, si on veut t'avoir dans un podcast, il faut avoir du montage. Ouais, c'est ça. Sinon, il y a des malaises. S'il y a des auditeurs qui écoutent, qui veulent avoir Jean-Michel Martel dans leur podcast, rassurez-moi. faites du montage. Dites-lui Ouais, c'est ça. Lui dis pas, je souhaiterais t'avoir dans mon podcast. Tu dis, je fais du montage. Est-ce que tu voudrais? Pas de meubles, là, le monde, ils le savent pas, mais en ce moment, on est assis à terre aussi. C'est ça. Fait que, mais ouais, c'est ça. Parce que sinon, on dirait que j'attire le malaise, les moments awkward. Je sais pas si t'avais écouté les sous-écoutes. Oh, bien sûr que si, oui. mais toi, tu parles de moments de malaise. Moi, je parle de moments très marrants. Ouais, ça dépend de ta vision des choses. Là. Oui. Je pense à vivre, je sais pas, mais... Hey, sur le coup, je suis parti de là, je fais comme, hey, là, je suis pas sûr. Mais moi, j'écoutais ça en voiture, comme je te disais. Ouais. J'ai eu un trajet plaisant. Et j'écoutais ça, mais j'étais éclaté de rire. Parce que il y a le malaise, mais après ça embarque sur c'est tellement drôle la situation. Ouais. Juste on imagine comment ça se passe avec. Ouais, Mike qui fixe le vide. Moi qui parle de Donkey Kong Junior mathématiques, personne n'a le référent. Mais t'as une couple d'humoristes, genre Phil Roy puis le Denis Barbu qui m'avait dit hey, les 15 dernières minutes, je les ai écoutées 7 fois. Je suis comme bon, ben, I guess qu'il y a un petit quelque chose de drôle, mais moi à ce moment-là, j'ai jamais été game de le réécouter. Ah, mais moi je l'ai écouté la première fois quand l'épisode est sorti et je l'ai réécouté pour préparer l'épisode. Oui. Pas pris beaucoup de notes parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur le parcours. Il n'y a pas beaucoup de substance, ouais, c'est ça. Il aime Donkey Kong. Ouais, c'est tout ce qu'il y a à dire, finalement. Et il y a quelque chose qu'on a en commun, c'est d'être tous les deux des grands fans d'humour. Et les humoristes, c'est un peu nos rockstars à nous, je pense. Ouais, mais ça se peut-tu un humoriste qui est pas fan d'humour? Oui, ouais? J'en ai déjà eu invité des humoristes. Je leur dis... Est-ce que tu regardes beaucoup d'humour? Ah non, je regarde plus. Il y a beaucoup... Saturé, ouais. La majorité, ça serait plutôt ça. Ça serait, depuis qu'ils font de l'humour, on regarde beaucoup moins. Ils ont arrêté d'en regarder parce qu'ils disent, toute ma vie tourne autour de l'humour, donc quand je rentre chez moi, j'ai plus envie d'encore regarder les humoristes. Ouais. Il y en a plein d'humoristes qui, avant d'en faire, une fois qu'ils ont découvert l'humour, ont un peu rattrapé leur retard, mais qui n'étaient pas fans d'humour au départ. Ouais, ben, moi, pour être honnête, j'avoue que depuis que je fais de l'humour, je me suis ouvert à différents types d'humour qu'à l'époque, j'étais de glace. Okay. Le stand-up classique, ça me rejoignait pas vraiment, mais depuis que j'en fais, depuis que j'ai connu des amis qui font évidemment pas juste de l'absurde, j'ai comme ouais, c'est bon pour vrai là, sans même avant nécessairement que j'ai été porté à en écouter. Donc au contraire, je pense que je suis devenu plus intéressé par le stand-up depuis que j'en fais. Mais j'avoue que des fois que je fais comme une overdose ou comme là les hosties de jokes à m'emmener, revenez-en là, mais ça dépend comment je file, ouais. Mais ce qui est super chouette, c'est que toi, tu as rencontré toutes tes idoles, je pense. À part le créateur de Mario, mais ça, ouais, c'est ça. C'est pas tant un humoriste, quoique probablement le plus punché de la gang quand même. Là, mais... T'as participé au gala Juste pour rire de Denis Drolet, sur plusieurs galas de Denis Drolet. T'as participé à des galas avec Jean-Thomas Jobin. Oui. T'as rencontré une de tes idoles jeudi dernier. Oui, c'est la deuxième fois que je rencontre François Pérusse. François Pérusse. Ouais, je l'avais rencontré au ZooFest il y a peut-être 3-4 ans. Il donnait une entrevue pour... Répète pas ça, c'est un autre podcast. Bref, j'y avais un peu parlé là. Donc oui, je pense que la checklist est complète pour ce qui est des idoles en humour. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'il faut rencontrer ces idoles? On dit souvent, il ne faut pas les rencontrer. Don't meet your heroes. Il y a ça un peu. Ben pour ma part, oui, j'ai vraiment eu que du bon à leur dire. Souvent, ils sont plus sympathiques que j'osais espérer. Fait que non, j'ai pas eu de problème. Mais oui, je comprends ce que tu dis. Oui, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Mais moi, pour le moment, tous les humoristes que j'ai rencontrés, j'étais trop content de les rencontrer.
J'ai pas eu de déception pour jusque-là. Non. Dans le podcast, tous les humoristes que j'ai invités, parce que c'est que des humoristes que j'adore à chaque fois, j'ai jamais été déçu. Au contraire. Mais oui, mais en même temps, ça serait fou. Ça serait fou. Qu'ils acceptent de venir et puis ils veulent pas te parler. Oui. Ça serait malade. Ça, c'est un épisode que je vais écouter. Au complet. Pas juste un extrait. Je vais durer les 3 heures que ça dure. Mais tu avais écouté mon épisode avec Jean-Thomas Jobin. Oui. Parce que c'est Jean-Thomas Jobin. Parce que je veux tout écouter son contenu. Être un vrai... Ça va finir comme John Lennon. Oui, je pense. Hein. Son fan numéro 1 qui... Je vais pas faire de menace de mort, là, mais ça va finir comme John Lennon. Voilà, Jean-Thomas, si tu nous écoutes, je porterai un petit gilet pare-balles. Ouais, c'est ça, quelque chose de même. Une cote de maille. Là. Une cote de maille. Un truc très facile. En permanence. En permanence. Ouais. Très facile pour les shows. Ah, j'adorerais ça de le voir avec un cote de maille au prochain show qu'on le voit. Ça. Mais ça vaut peut-être la peine. Mais bizarrement, je pense que s'il arrivait avec une cote de maille, c'est un des seuls humoristes où les gens... c'est pas les grave. gens feraient, bon, oui. Ben oui, c'est le prochain show. C'est Jean-Thomas Jobin. Ouais, pourquoi pas? Ah oui, il y a où le problème? Niveau actualité, le 17 octobre prochain, au Lion d'Or à Montréal, tu vas présenter des affaires. Oui, comme le nom du show. Le titre du spectacle. C'est-à-dire 1h30 de tes meilleures blagues. De quoi est-ce que tu vas parler dans ce show-là? Le titre me permet de ne pas répondre à cette question. De pas répondre. Je vais répondre des affaires. Non, c'est ça, c'est que c'est un peu... Tu sais, j'ai plusieurs numéros qui sont déjà rodés, mais le lien entre les numéros est tellement boboche, mais c'est assumé. Fait que la meilleure affaire qui décrit ça, c'est hey, je parle des affaires. Fait que, ouais, le titre a été trouvé assez rapidement. Ça aurait pu être à 1h30 avec Jean-Michel, mais non, ça va être Jean-Michel présente des affaires. Mais je parle de tout, de rien. Ça va aller dans tous les sens. Puis plusieurs types de numéros aussi. Pas juste des PowerPoint. Il va pas vrai avoir un numéro de burlesque. Pas le burlesque genre je finis à moitié nu sur scène, plus du slapstick là. OK. Il y a une partie du public qui est déçue et l'autre qui est soulagé. Ouais, parce que j'étais allé au Comic-Con voir un show, le Burlesque Geek. Puis moi, je pensais que c'était du slapstick. Finalement, ça finissait avec un striptease de Roger Rabbit. Je fais, ouais, ok, c'était pas ça l'idée que j'avais en tête du burlesque. Mais ouais, il va y avoir un petit peu de stand-up, des liners, des props, du stand-up classique. Il va y avoir à peu près tout, là. Mais est-ce que c'est dans l'idée de fixer un spectacle, d'après de tourner avec? Ou ouais, c'est dans l'idée de... C'est un premier jet de ce que pourrait être éventuellement un one-man show avant une tournée, là. Ouais. OK. Il reste la mise en scène qui est très boboche en ce moment. J'ai pas de metteur en scène, mais ça donne un certain charme. Si vous voulez voir la partie la partie lousse, là, c'est la meilleure. J'essaie d'expliquer le mot boboche pour le public européen. Oui, s'il vous plaît. Pas fini. Pas fini. Ouais, mettons. Ouais, ça veut dire moyen. C'est boboche. C'est boboche, là. Ouais. Désolé, j'ai oublié. Non, il n'y a vraiment pas de problème. C'est juste moi qui des fois me fait la réflexion parce que j'ai sorti des épisodes avec des humoristes québécois et j'ai eu des retours qu'on m'a dit « Ah, j'ai pas compris ». Et il fait ah et ça j'oublie oui mais à force d'être au Québec depuis longtemps. Enfin moi j'écoute des humoristes québécois depuis tellement longtemps que je remarque plus spécialement. Il y a des affaires comme quand je suis allé jouer en Europe, des numéros, des phrases que jamais je me serais douté que c'était des québécismes, là, des mots qu'on dit juste au Québec. Puis que quand on me disait ça, c'est comme ouais, ça on comprend pas. Je fais c'est pas compliqué. J'avais gardé ça simple. J'avais cette phrase là, le monde fait comme mais on sait pas. On dit pas ça. Ah, on va pas le dire, mais on comprend. Ouais, c'est peut-être ça. Mais je pense, après, c'est encore une fois, ça dépend c'était qui le public. Enfin, c'est souvent avec les Français. Souvent, ils comprennent ce qu'on dit, mais ça les perturbe beaucoup qu'on ne dise pas de la bonne façon. Ouais, fait qu'on va comprendre. L'exemple que je donne toujours, c'est que nous, en Belgique, ce qu'on dit tout le temps, c'est tu sais faire quelque chose pour dire est-ce que tu peux le faire. Donc, par exemple, je veux dire tu sais me passer le verre. Tous les Québécois, quand je dis tu sais me passer le verre, me passent le verre. Parce qu'ils ont très bien compris ce que je voulais dire. On dit pas ça, mais on comprend. Ouais. C'est ça. Les Français s'arrêtent et font pardon. Ouais. Tu peux me passer le verre. Il fait maintenant je comprends. Voilà. Mais en soi, je pense qu'ils avaient compris. C'est juste que ça les perturbe plus que nous. Je pense qu'on est plus loose sur la langue entre Belges et Québécois. Moi, j'ai adoré quand je suis allé en France. La première chose que je fais quasiment, c'est que je vois une espèce de stand de crème glacée ou de sorbet. Ouais. Crème glacée. Ouais, ok, parfait. Nous, on dirait de glace. Ouais, voilà. Et là, je demande, je prendrais un sorbet à la mangue. Et là, la personne de me reprendre. On dit à la mangue! Oui, à la mangue. Ça, j'ai adoré ça. Me faire reprendre dès mon premier mot. Qui était bien prononcé. Ouais, c'est ça. Mais oui, ça c'est, pour le coup, je pense que c'est un truc qui rapproche Belges et Québécois, c'est que
on se fait corriger. Exactement. Moi, je me fais corriger sur mon français au Québec par des Français. Enfin. Il était temps. Nous, c'est surtout avec le chiffre 8. Ouais, tu vois. Déjà là, je bug. Oui. Redis-le. 8. C'est quel chiffre, ça, c'est? C'est ça, ouais. On dira 6 plus 2 à la base, à l'avenir. À l'avenir. Tu peux me passer 6 plus 2 pains, s'il te S'il plaît. vous plaît. Hey, quand est-ce que tu as besoin de 8 pains? Ah, Un gros club sandwich, c'est parce peut-être. que je travaille dans une boulangerie. Ah, oui, c'est vrai, hein, tu travailles là-dedans, ouais, C'est j'avoue. Du coup, c'est une phrase que j'utilise. Ouais, ça ou au Subway. C'est ça. Ouais, ok. Ah, au Subway, c'est une bonne envie de pain, déjà. Ouais. Je suis déjà allé dans un Subway qui avait plus de pain. Ils t'ont servi juste les ingrédients Ouais, ensemble. t'avais juste le droit de la salade. J'étais un peu déçu, là. Est-ce que vous voulez de la sauce avec? Ça va. Je peux avoir le trio Je vais avec, apprendre à griller au four. avec le supplément cheddar. Ouais, c'est ça. Et là, c'est là qu'on voit que je passe trop de temps dans le Subway. Ah ouais, t'étais un fan de Subway. Hein? Ouais, j'en ai mangé beaucoup. Toi, tu es toujours sandwich choton? J'ai travaillé, ben oui, on en avait parlé dans le podcast, mais j'ai travaillé au Subway Travaillé au aussi. Subway? 2 ans? Ouais, ça ressemble à ça, je pense, 2 ans. Une expérience qui... Ouais, j'y retournerai pas. Tu ne veux pas arrêter l'humour pour retourner au Subway? Ouais, pas tout de suite. Pas tout de suite. Plus tard. Ah, déjà des révélations choc dans le podcast, Ouais, directement. ça, des covers de journaux. Mais dans le podcast, tu le sais, j'aime remonter le temps avec mon invité. Donc toi, tu es né le 15 octobre, mais malgré... Non, novembre. Ah, j'ai mal noté, mon Dieu. Le pire, c'est que... J'espère que toutes tes questions pourraient pas avec mon signe astrologique, parce que... Bah, en fait, c'était la prochaine demi-heure. mais Ouais, bon, c'est ça. on Ok, va bon, avancer. ça va être plus bref. Le pire, c'est que j'ai vu 15 novembre parce que je me suis dit, ah, c'est le même mois que mon frère. Et en fait, dans ma tête, j'ai fait un lien avec... Tu t'as dit, ça se peut pas qu'il soit né le même mois que mon C'est pas frère. possible. C'est impossible. Il y a une erreur dans sa bio. Je sais pas pourquoi. Mon cerveau a fait, hey. Non, il peut pas avoir 2 personnes nées le même mois, C'est je pense pas. possible. Ça n'arrive jamais. C'est rare, en tout cas. Mais par contre, donc le 15 novembre, par contre, j'ai pas trouvé l'année. Mais selon mes calculs, je dirais 92. 91. Ah, quand tu as fait La France a un incroyable talent, ils ont Ouais. indiqué 30 ans. On était en 2022. C'est pour ça. Ah, ça se peut. Ok, c'est pas impossible. Ouais, Je ouais, doute ouais. sur mon C'est âge. en octobre 2022, donc oui, ça se peut. C'est ça. Voilà. Maintenant, on a élucidé ce mystère autour de ton âge 31 ans. et de ta date de naissance. On est bon. Mais donc, tu as grandi à Lévis. Oui. Et j'aimerais savoir, moi, est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle enfant? Ben là, je sais pas à quel point si je revoyais des vidéos de moi, si je serais tordu tant que ça, mais je me souviens que les exposés oraux, pour moi, c'était quand même un prétexte pour faire des jokes. Fait que dans mon album des finissants du secondaire, je suis le clown. Ok. Si ça vaut pas quelque chose. Mais je pense qu'il y a même quelqu'un dans ton école qui t'avait demandé est-ce que tu peux rajouter des blagues dans ma présentation? Oui, ça arrive ça des fois. Ouais, non, j'avoue que j'aimais beaucoup ça. Ouais, je pense que oui. Mais j'avais toujours en tête d'être humoriste quand j'étais jeune, mais j'ai commencé par mon plan B. Après ça, j'ai fait un gros détour, puis après ça, je suis revenu humoriste. Mais est-ce que ton entourage, tes parents et ta sœur sont des gens drôles? Oui, mais toutes de manière différente. Tout a un sens de l'humour différent. Mon père, c'est plus les jeux de mots. Ma mère, ça va être plus genre d'imiter... là, ça n'a pas l'air drôle, là, mais genre... d'imiter la femme chaude. Là, je sais que ça fait classique, mais pour vrai, elle est très punchée, très drôle. Puis ce qui est malade, à chaque fois, c'est mon père de glace à côté qui fixe le vide. Ça, c'est malade, là, qui est comme trop... il y en a trop vu, là. Okay. Un bon duo humoristique ouais, avec ça, le straight man. Le straight man qui dit rien, puis l'autre qui essaie de faire le clown. Mais donc oui, je te dirais que dans la famille, l'humour est quand même assez présent. Ouais. Et est-ce que vous regardiez beaucoup des humoristes à la télévision? Vous alliez voir des spectacles et tout ça ou... Oui, on en écoutait beaucoup. Il y a personne qui haïssait les humoristes nécessairement. On écoutait ça. C'était quand même, ouais, ça prenait de la place. Là. Est-ce que tu te rappelles du premier spectacle d'humoriste que tu as vu? En personne, ça? Les deux. Je suis pas certain que c'est le premier, mais il y a peut-être André Sauvé. Ok. Ouais, que j'ai vu. Ensuite, Jean-Thomas Jobin, mais là... Non, Jean-Thomas Jobin, il devait être avant, évidemment. J'ai vu le premier spectacle de Jean-Thomas Jobin, ça devait être en 2004, 2003, dans ce coin-là. Là. Ouais. Ah, je sais que t'étais en secondaire 2, apparemment. Ok, t'en sais plus que moi. En tout cas, tu as dit dans une interview qu'en secondaire 2, tu avais vu Jean-Thomas Jobin en spectacle. Ça se peut, oui, ça ressemble à ça. Mais que tu l'avais découvert en 5e primaire. Oui, en 2000. Selon mes informations. Ouais, mais je l'ai connu à peu près 2000-2001, là, ouais, quand c'était nouveau, tout ça. Justement, il sortait de l'école avec les Denis. Je les ai suivis dès le départ. J'ai embarqué autant les Denis que Jean-Thomas, là. Fait que, ouais,
Il y a toutes les émissions obscures, là, genre Les pourris de talent, Musique Plus, c'est une affaire qu'animait les Denis. Bon, les numéros de gala, tout ça, ouais. Ouais, c'est à peu près dans ce coin-là. Fait que secondaire 2, j'y crois. Ça se tient. Ça se tient. Qu'est-ce qui a fait que c'était surtout les Denis Drolet et Jean-Thomas Jobin qui t'ont vraiment plu? Qu'est-ce qu'ils ont en particulier qui ont fait que ça t'a accroché? C'est surtout que c'était pas, moi, jamais vu. C'est une manière de faire rire en direct qui existait pas tant. Il y avait Ding et Dong qui était un genre de duo absurde. Puis c'est ça que j'apprécie aussi, c'est un jargon là que tu sais Ding et Dong ils ont ça aussi, des manières de dire des phrases genre effrayantes. Je l'écouterais quasiment 2 fois, terrible. Tu sais c'est des catchphrases qui reviennent tout le temps. Puis quand tu écoutes beaucoup de Denis, tu peux développer un vocabulaire qui leur ressemble. Tu sais qu'ils vont leur phrase va sonner de même. Tu sais tout de suite où ce que ça s'en va. Puis pareil pour Jean-Thomas, où mettons son humour, ses premiers numéros, il y avait pas de joke. Là. C'est ça que moi je trouvais. Ça n'a pas l'air d'un compliment, là. Mais c'est ça que je trouvais incroyable dans le fond. C'est que tu es capable de faire rire en inventant quasiment, pas un style. Oui, en inventant pas un genre d'humour, mais en inventant un style. Ouais. Vraiment, ouais. Ouais. Ben moi, c'est ça qui a fait que Jean-Thomas Jobin, j'ai accroché directement. Moi, c'est avec le sketch du restaurant, qui est son plus connu, je pense. Mais quand j'ai vu ça la première fois, mon cerveau a éclaté je sais même pas si j'ai ri, mais j'ai adoré. Ouais. La première écoute, je crois que j'ai bugué simplement de qu'est-ce qui se passe. J'ai adoré ce numéro et j'adore le style, j'adore Jean-Thomas Jobin. Et j'ai essayé à certaines personnes de le faire découvrir, mais c'est quelque chose. C'est hit or miss, hein, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Soit tu adores, soit tu ne comprends pas pourquoi on te montre cette vidéo. Ouais, puis quand tu parles à quelqu'un qui comprend, tout de suite, tu sais, tu as des atomes crochés avec cette personne-là, parce que tu fais comme, bon, enfin, quelqu'un qui a les mêmes référents, puis qui la même coche dans le cerveau. Moi, le restaurant où quand il explique le barbecue. Oui. J'adore. Un barbecue. Avec la spatule, il faut retirer. La spatule, oui, bref. Important. Après, je sais que quand tu as 14 ans, tu vas voir les Denis Drolet en show. Et après leur spectacle, tu leur dis que tu veux devenir humoriste. Ah oui, ça se peut, je l'avais dit ça, ouais. Je sais vraiment plus où j'ai dit ça, mais bravo, c'est fou. Ouais, je me souviens, j'avais vu leur deuxième show, qui est quand même un show très obscur parce que ils l'ont pas capté. Donc, il n'existe aucune captation télé de ça. Ça s'appelle les Droletteries. Je suis allé les voir avec ma sœur à la salle Albert Rousseau à Québec. Je suis allé les rencontrer après pour prendre une photo. Fait que j'ai cette archive-là, une photo de moi avec eux. Tu l'as mis sur ton Facebook. Ah oui, hein? Bon, tu vois. Une belle photo de toi adolescent. On se sent pas très du tout stalké. Oui, c'est ça, ouais. Désolé. Fait que... non, c'est correct. Tu fais trop bien dans ton travail. Ouais, puis peut-être je leur ai dit ça, effectivement, mais ça a pris du temps avec que je l'assume, là. Comme moi, ouais, je veux être humoriste pour vrai, puis je vais m'essayer, puis toujours ça peut pas être fait pour moi. Tu sais, c'est comme trop inatteignable, là, ce métier-là. Tu voyais pas comment pouvoir le faire? Ouais, c'est ça. C'est comme, faut que tu écrives des jokes, faut que tu te fasses connaître. Pour moi, c'était quand même... la marche était haute, là, quand même, atteindre ça. Puis surtout quand tu te compares à du monde que tu admires, tu fais comme, ouais, non, jamais je peux faire de quoi comme eux, là. Donc, oui, parce que tu les vois au moment où ils sont... ouais, c'est ça. Où ils sont bons. Ouais, il y a peut-être ça aussi. C'est ça. Ouais, puis il y a aussi ça qui est admirable, c'est quand tu commences directement en humour avec un style précis, puis que t'as pas genre, ça te prend pas 10 ans de te développer. On dirait que je trouve ça d'autant plus admirable que, hey, eux autres, c'était clair dès le départ que c'était ça. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé quand même l'humour un peu tard, là, en plus ou moins à 27 ans, je pense. 27-28 ans que je me suis inscrit à l'école. Mais je suis content aussi de l'avoir fait plus tard pour pas me chercher trop longtemps après ça. Si on avait l'occasion de parler à l'ado que tu étais et qu'on dit que tu as fait plusieurs galas avec les Denis Drolet, est-ce qu'il te croirait? Ça va sembler quasiment arrogant, mais il y a une partie de moi qui serait pas étonné que j'aie vraiment fini par faire de l'humour. Parce que, évidemment, c'est toujours ça que je voulais. Mais oui, il y a une partie de moi qui serait aussi étonnée. Fait comme, OK, ouais, ça a marché. Bravo. Donc, moitié-moitié. Ouais, étonné, mais en même temps, fait comme, bravo et tant mieux. Après, de 2009 à 2011, tu fais un DEC en arts plastiques et médiatiques au cégep de Lévis.
peux-tu aller lire mon LinkedIn? Oui. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai fait ça. Oui, art plastique et médiatique, c'est là que j'ai appris que j'ai touché pour la première fois à Photoshop. Puis le montage vidéo qui me servent encore aujourd'hui quasiment tous les jours avec l'humour pour mixer des arts. Moi, c'est ça que je pense qui est une manière de se démarquer en humour. Multidisciplinarité, c'est vraiment le mot qui me revient souvent. Là, mais il y en a comme Pierre-Yves Roy Desmarais qui vont mixer musique et humour. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas tous les humoristes qui peuvent jouer de la musique, puis c'est pas tous les musiciens qui peuvent faire de l'humour. Là, tu t'envoies dans une niche qui est difficilement imitable, là, où après ça, je fais comme, moi, ce que j'ai pour me démarquer, je pense que je suis pas pire avec Photoshop, je suis pas pire en dessin, fait que comment amener ça en humour, c'est pour du contenu de plusieurs de mes numéros que c'est ça, puis aussi mon contenu web qui est beaucoup visuel. Fait que ouais, c'est ça, si j'étais capable de danser, probablement que je ferais des numbers qui ressemblent à ça, là, que je danse en faisant des jokes. Je sais pas si ça serait bon, mais... Après, tu as fait un bac en enseignement des arts plastiques et des arts dramatiques à l'Université de Laval. Oui, l'Université Laval, oui. Ah, il n'y a pas de deux. Il n'y a pas de deux. Oui, pas de deux. L'Université Laval à Québec, c'est ça qui est absurde, là. J'ai jamais trop compris. D'accord. Ouais, j'ai fait 4 ans là-dedans, qui était quand même un 4 ans où rapidement j'ai fait je pense pas que c'est pour moi, mais j'aime quand même les cours. J'aimais la formation, j'aimais les cours pratiques, là, où il y avait à faire des projets. J'ai fait des animations, des dessins animés là-dedans. J'ai fait quelques projets de dessin, de sculpture. Fait que je peux pas dire que ça m'a pas servi aujourd'hui là, encore, mais clairement que le détour de 4 ans était un peu longuet pour ce que ça a peut-être donné, là. Mais t'as fait aussi de l'impro là-bas? Non, tout de suite après. C'est après. Ouais, j'ai fait de l'impro à l'Université Laval. Mais par contre, c'est vrai, puis je n'ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais mon numéro qui m'a amené à faire des galas nommés aux Oliviers, puis La France Incroyable Talent, c'est quand même une parodie d'un prof d'art plastique. Fait que le fait que je me parodie juste pour ça, ça a peut-être valu la peine. C'est ça. Les 4 ans étaient pour ce numéro-là. Ouais, c'était un build-up C'était 4 ans de recherche. Okay. Mais est-ce que tu as enseigné un petit peu? Juste pendant les stages. Juste pendant les stages? Tu as juste fait les stages? C'est quand même plusieurs mois, là. C'est quand même 6 mois, là. Mais après ça, j'ai fait testeur de jeux vidéo. OK. Oui, après mon bac. Tu as testé Guitar Hero? Oui, Guitar Hero Live et King's Quest Chapter 2. OK. Et Skylander Imaginator, Geometry Wars 3. C'est ça faire de même, là. OK. Donc c'est ça, les 1 an chez Activision Blizzard. Ouais. 8 mois chez Ubisoft. Exactement. C'est vrai, j'ai fait Assassin's Creed Odyssey aussi. Ouais. OK. C'est trop cool. Ouais, testeur de jeux vidéo, c'est... Ouais, testeur de jeux vidéo et spécialiste support outils, là, un genre de job pas clair. Mais j'ai aussi adoré ça, puis ça, c'était malade, là. Je pense que j'en avais parlé dans un autre podcast, mais tu travailles, je sais pas, moi, 4 heures, tu fais une pause de 15 minutes et tout le monde s'en va jouer à Smash pendant la pause. Tu fais à Smash Bros. Après ça, la pause finie, tu recommences, tu vas jouer à Skylander. Après ça, sous l'heure du dîner, le monde joue à Smash. C'était pas l'année la plus productive d'un point de vue croissance personnelle, mais c'était très, très cool pour l'expérience. L'année de gaming que ça a été. Puis j'ai été chanceux de tester plusieurs jeux, puis pas juste la même affaire, parce que ça peut être abrutissant rapidement, là, foncer dans des murs. Là. Mais comment on devient un testeur de jeux vidéo? Pour s'il y a des auditeurs qui sont là, je veux. Tu vas porter ton CV en disant je veux être testeur. C'est assez simple. Ah, c'est ça? Ouais, c'est assez simple. Ouais, c'est fou. ouais. Non, ça prend. Il y a un petit quiz, là. Je pense que. Faut que tu montres que tu aimes les jeux vidéo. Ouais, puis que t'as un peu le vocabulaire, là. C'était genre, raconte-moi le dernier bug que t'as rencontré dans un jeu. Puis là, je suis comme, OK, dans Portal 2, j'ai empilé des caméras pour passer au travers d'un plancher. Puis des trucs de même. Vous êtes engagé. Ouais, vous êtes engagé. Puis, OK. Des petits tests d'anglais, évidemment, parce que les développeurs sont anglophones. Puis, bref, là, il y a plusieurs auditeurs qui ont fait « Ah, zut, si proche. » C'est ça, hein, et là, l'obstacle. Passer l'entretien, ça va. Les bugs dans les jeux vidéo, OK. Ah, il faut parler anglais. Ouais, et là, mais moi, c'est pour ça que je joue toujours à des jeux en anglais. Au moins, ça me permet d'améliorer mon vocabulaire. En tout cas. Moi, je suis prof de formation anglais-néerlandais, donc j'encourage. Anglais-néerlandais? Anglais-néerlandais. Mais pas les deux en même temps? Pas les deux en même temps, non. 2 cours séparés. J'ai travaillé en secondaire 2 ans et en cours du soir pendant 8. OK. Tu vois, t'as redit 8 puis je bug. C'est pas ce qu'il a dit. 6 plus 2, Combien on a dit. 6 plus 2, c'est vrai. S'il vous plaît. Ah, je suis vraiment désolé. Sinon, niveau travail, t'as travaillé chez Trévi
2 jours à Lévis. Peut-être 3, mais ouais, Peut-être 3. 2 ou 3, ouais. 2 ou 3. Toujours pour la précision. Où tu regardais le niveau de pH dans l'eau de piscine. C'est important de le mentionner. C'est-tu que j'étais pas bon? Non, c'est dégueulasse. T'as travaillé au Target. Oui, de l'ouverture à la fermeture. Quand même. Ouais. Et t'as travaillé au Subway. Subway. Pendant 2 ans environ. Ouais. Okay. Ouais, ça ressemble à ça. J'ai fait des petits jobs aussi, là, au Festival d'été de Québec, où je disais au monde comment se parquer, se stationner. Et greffier pour les élections aussi. Mais grosso modo, t'as bien fait le tour de mon CV, ouais. Ça, c'était pas sur ton LinkedIn. Non, j'ai pas mis greffier sur mon LinkedIn. Ça manque. À ton LinkedIn. J'étais un peu perdu. J'ai-tu mis Target? Non, je pense pas que j'ai mis Target. Non, c'est dans un autre podcast. OK. J'aimerais te dire dans lequel, mais... Tu sais plus. Un des 4 que j'ai fait. OK, c'est parfait. Mais comment tu arrives à l'humour? Parce que j'ai entendu qu'à 20 ans, tu as commencé à écrire des premiers numéros, mais c'est en 2016 que tu fais ta première scène. OK, le premier numéro d'humour que je me souvienne, ou c'est peut-être le deuxième, mais c'était à Lévis, une scène extérieure, l'Espéranto dans une rue devant un public, évidemment. Pas beaucoup de monde, mais quand même. Et mon premier numéro, c'était quand des anecdotes absurdes que je me faisais enfermer dans une trappe d'un bétonnel. Ça, c'était un magasin de peinture. OK. Puis qu'on me nourrissait avec de la sauce brune. C'était vraiment pas clair. Je me souviens d'aucune joke, puis j'ai déjà essayé de retrouver le texte, j'ai pas été capable. Mais après ça, mon deuxième numéro d'humour, c'était à la source de la Martinière à Limoilou, donc pas loin de la ville de Québec. Et ça, c'était des liners. Je faisais du coq à l'âne, des jokes. Et j'avais déjà des props. Pendant 2 ans environ, ça a été ça que je faisais beaucoup, des liners. Puis avec l'école, j'ai commencé à faire autre chose, là, mais ouais. Fait que mon premier numéro d'humour que je me souviens, puis que je pourrais retrouver les textes, c'est des liners, ouais. Mais qu'est-ce qui fait que tu as sauté le pas à un moment donné de faire ta première scène, et à ce moment-là et pas avant? C'est quand je suis allé voir Frankie, j'avais vu que, je pense, une publicité sur Facebook, là, un post sur Facebook, l'humoriste Frankie va faire un show à Limoilou, je sais comment je vais y aller. Puis là, en y allant, je voyais qu'il y avait quelqu'un qui faisait un open mic juste avant la première partie. Fait comme, je suis quasiment à game là, de m'essayer pour le mois prochain. Fait que j'ai donné mon nom. Puis 1 mois ou 2 plus tard, c'était à mon tour. Fait que j'avais plus ou moins justement 30 ou 60 jours pour écrire un numéro. Je me souviens plus. Puis je l'ai fait et ça aurait vraiment bien été. Déjà là. T'étais fort nerveux, pas spécialement? Ah ouais, j'étais nerveux vraiment plusieurs semaines à l'avance. Okay, oui. Vraiment. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas mal moins stressant, mais à l'époque, c'était bien inquiétant. Est-ce que ça t'a pris du temps pour commencer à te détendre, ou c'est vraiment après l'école où c'était déjà mieux, ou... Ouais, non, à m'amener après quelques shows où ça va, tu prends une certaine confiance et que tu fais mes jokes ils marchent, fait que si ça rit pas, c'est la faute peut-être du public. Je sais, faut pas dire ça là, la faute du public jamais là, parce que c'est à toi de t'adapter, puis je suis d'accord, mais au moins j'avais confiance en mes jokes, ce qui était un stress de moins. Donc à ce moment-là, ouais. Puis après ça, le stress ça arrive là, mettons des corpos dans des écoles. Ils vont-tu être turbulents? Ils vont-tu pas vouloir m'écouter? Ils vont-tu s'en colisser? Ça arrive aussi. Puis des captations télé, ça aussi, je trouve ça encore stressant parce que je fais comme, là, c'est immortalisé. Fait que je veux pas me bafouer dans mes mots. Fait que, ouais, il y a encore des moments où je suis stressé. Mais après, en 2017, tu participes au festival Comédia, où tu animes les soirées open mic. Tu fais partie du best-of du Comédia Club. Ouais. Est-ce que tu as ressenti comme une espèce de forme de jalousie des humoristes parce que tu es au début de carrière, t'as pas encore fait l'école et tu es déjà au festival? Je pense pas que j'ai senti de la jalousie parce que je n'ai croisé très peu. Okay. Fait que j'en connaissais pas vraiment là, fait que c'est dit non. Puis il y en a que ça décolle très rapidement, puis il y en a que c'est plus long, puis c'est bien correct aussi. C'est pas une course, puis je sais pas s'il y en avait qui étaient jaloux, aucune idée. Tant mieux, t'as pas expérimenté de jalousie. De haine, de courrier. Voilà, dans les commentaires, dites-nous si vous avez détesté Jean-Michel. S'il vous plaît, j'aimerais ça. Comme je disais, t'as animé les soirées open mic. Est-ce que l'animation,
C'est quelque chose que tu as aimé faire? C'est quelque chose que j'ai pas détesté faire, mais je me rends compte que c'est pas nécessairement compatible avec mon style d'humour, mais je m'en sors quand même. D'ailleurs, je vais animer une soirée à Sainte-Thérèse à l'Hurlu, qui est comme un petit théâtre dans une genre de chapelle. Mais c'est vendu comme étant une soirée un peu anti-stand-up. Là. C'est pas que du stand-up classique. Fait que c'est difficile pour moi de hyper le monde et de faire « Êtes-vous en forme? » Ultimement, c'est pas moi, ça. Fait que... Il faut l'adapter à ton style. Ouais, mais ça marchait quand même. Là. J'étais quand même capable de proposer quelque chose que le monde était quand même content d'être là. Mais c'est pas nécessairement... Ouais, non, je m'adapte. En animation, je suis pas de la calice de marde. C'est ce que je dirais. C'est un bon point. Ouais. Mais après, en 2017, tu penses tenter l'École nationale de l'humour. Et une des raisons qui fait que tu as envie d'entrer à l'école... Ça en fait partie des raisons, c'est que tu voulais avoir accès aux vidéos de l'École nationale de Jean-Thomas Jobin. Ouais. Et des Denis Drolet. Toi qui avais déjà archivé tout ce qu'ils avaient fait jusque-là, est-ce que ça valait le coup de les voir? Honnêtement, il y avait tellement de stock. Je pense que c'est 4 heures chaque de matériel. Ben, je le disais un peu en joke, là, c'était pas nécessairement pour ça que je voulais y aller. Mais c'était quand même un point dans la balance. J'ai adoré voir ça. Ça revient à ce que je disais tantôt, là, de voir qu'il était déjà un peu... C'était quand même clair ce qu'il proposait. Fait que ouais, ça a valu la peine juste pour voir ce que ça peut donner. Ouais. Et juste avant de faire les auditions, tu demandes à Jean-Thomas Jobin s'il pense que ça te serait utile de faire l'école. J'ai dit ça à m'emmener, moi. C'est Jean-Thomas qui le dit. Oui, hein? Je suis pas sûr que tu es dans le podcast, mais il le dit dans un podcast. OK. Oui, je travaillais je travaillais chez Ubisoft à ce moment-là, puis j'ai dit à mon boss, je reviens, j'ai un téléphone important à faire. Puis ça a duré genre quasiment 1h15, 1h30 de Jean-Thomas qui me pesait les pour, les contre, tout ça, puis ça m'a convaincu. Bien évidemment, il y a tellement de facteurs qui pèsent dans la balance, là, le fait de devoir déménager à Montréal, tout ça. Puis après ça, ultimement, je fais, oui, allons-y, je fais l'audition. Ah oui, c'est ça qu'il m'a dit. Il dit, fais l'audition, tu verras ce que ça donne. S'ils te prennent, tu décideras. Je l'ai fait. Fait que j'avais une pression de moins de faire ça donnera ce que ça donne. Puis je me souviens, j'étais le dernier à quitter le local d'impro, le stage. Et je me souviens, je voyais Louise Richer puis les profs, puis je me disais, je vais aller leur dire, si vous hésitez à me prendre, prenez-moi pas. Je me suis vraiment dit, je vais aller leur dire ça. Puis j'ai fait, fuck off, là. Je dirais non quand je recevrais la réponse si c'est oui. Puis là, ils m'ont pris, puis j'ai vraiment pas dit oui tout de suite. Ça a pris 2 semaines, je pense, avant que l'école commence. J'ai trouvé un ex-collègue de travail, j'ai écrit, je fais, t'as-tu une chambre de libre? Fait quoi, ça a pris du temps avant que je me décide, mais finalement, ça a été vraiment une bonne décision en tout point, 0 regret, 2 années de pure démence, de pure folie. J'ai eu vraiment beaucoup de fun. Puis ça m'a vraiment aidé à me définir aussi. Mais ton numéro d'audition, c'était quoi? C'était beaucoup de liners? C'était le numéro que j'avais fait au Comédia Club, le trait d'humour best-of, là, que tu me parlais. Fait que condensé en 5 minutes. C'était des liners avec un coffre, des dessins. Ouais, je me souviens de une joke. Elle est quand même un peu bonne, mais pas assez pour la rire. Je disais, le petit chaperon rose est rendu avec une sécheuse. Elle était tanné de voir des taureaux foncer dans sa corde à linge. Ça, c'est la blague que je me souviens avoir faite en audition. Une sécheuse, c'est un sèche-linge. C'est ça. C'est-tu drôle? Je le sais pas, mais l'idée est quand même clever. C'est drôle. On se tape pas par terre, mais c'est drôle. Si, c'est bien pensé. On fait A. Ah oui, c'est ça. Ouais, bien joué. Fait que c'était des mots d'esprit quasiment. Là. Fait que, ouais, ça ressemblait à ça. Et donc, tu es sélectionné pour l'école, la même année que Angelo Cheraldi, Michel Desrochers, P.O. Forget, Olivier Foy et d'autres. Je ne vais pas les citer tous, sinon je vais en oublier et c'est toujours désagréable. Et en 2019, tu étais diplômé avec bourse d'excellence et d'implication. Comment tu as vécu ton expérience à l'École nationale de l'humour? Non, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. C'est que tu étudies dans un milieu que tu apprécies 100% ce qui se fait. Tu sais, mettons, en art plastique, je m'en sacrais des cours d'histoire de l'art. Le fait de savoir que le fauvisme a été inventé dans un... Tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui m'intéressaient pas, puis même en enseignement, où je fais comme moi, le bout là, de monter un plan de cours, c'est un peu plate. Mais en humour,
tous les cours m'intéressaient au moins 6 sur 10. Là. Il y a des cours, j'étais moins bon que d'autres. Là. Les cours de voix, je pourrais en parler avec Hélène, ma prof, là, mais c'était pas nécessairement ma plus grande force. Le cours de mouvement? Mon cours de mouvement, j'avais du fun. Ça, je suis Ok. quelqu'un de très souple. Le monde ne le voit pas, mais voilà. Ah ouais? C'est En ça. effet, il a mis sa jambe derrière la tête. Comme si de rien n'était. Et j'ai tout aimé. Les cours d'impro, les cours d'écriture, de genre et procédés, même gestion de carrière, les cours de web. Ça, c'est une autre affaire. Au début, ça me faisait peur, là, Internet. Puis je n'avais peut-être parlé dans un autre podcast, là, mais en enseignement, on est tellement formé pour laver tout votre historique là, sur Internet, là, parce que les étudiants vont vous stalker. Là, ils vont tout faire voir que j'ai écrit sur un forum de Paper Mario que qu'est-ce qu'il faut faire dans le chapitre 7. Un étudiant va le trouver. Fait que là, bref, c'est ça. En enseignement, il fait comme wiper tout ce que vous avez fait, enlever tout. Et en humour, c'est l'inverse. Il faut que ça te prenne présence sur Internet. Il faut que tu sois actif, tu proposes du contenu. Fait que pour moi, il y avait quasiment un syndrome post-traumatique. Là. Comme maintenant, j'ai pas le goût de faire du contenu. Tout d'un coup, je regrette ce que je dis. Tout d'un coup, que j'assume plus telle affaire. Mais t'as pas le choix de faire du contenu. Par quelques exceptions pour que tu puisses t'en sortir. Hein. Au début, quand tu étais à l'école, tu t'écrivais surtout des one-liners au départ. Ouais, les 2 premiers vendredis, en fait. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que t'as dû switcher vers autre chose? Ben, ça m'en est, je me suis dit, ben, si c'est pas ici que je vais explorer ou que je vais tenter des trucs, ça va être où, tu sais? Fait que j'ai vraiment commencé à compter des semi-anecdotes, essayer des semi-personnages, juste pour voir ce que ça peut donner. Fait que, effectivement, après ça, j'ai plus jamais ou très peu réécrit de liners. J'en ai quelques-uns qui sont nouveaux. Mais après ça, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus facile puis beaucoup plus efficace. Partir avec une bonne idée de départ, une bonne prémisse, puis t'écris un number de 5-7 minutes. Inspiré de ça, puis ça s'écrit tout seul, alors que des liners, là, arriver avec un 5 minutes béton, là, c'est trop long. C'est trop long. C'était pas efficace pour ma part. Là. Il y en a peut-être qui sont des génies de l'écriture de liner, mais pour moi, c'était... Ah, c'est ça. Je pouvais pas me renouveler assez vite. Avec ta cohorte, t'es venu jouer en Belgique au Kings of Comedy Club. Oui, étais-tu là? Non. Je ne pense pas, parce que j'ai l'impression que je me serais souvenu. Parce que je pense que tu as un style d'humour dont on se souvient. Ouais, ben C'est merci. Mais... Oui, c'est marquant. Donc, je pense pas avoir vu cette session-là, mais je suis venu à plusieurs d'entre elles, donc c'est possible. Ok, peut-être. Je vais pas l'exclure complètement. Mais t'es donc venu une semaine en Belgique faire les shows. Comment ça s'est passé pour toi en Belgique? La première fois que tu viens en Europe jouer? C'était important pour moi de pas changer ma manière de parler. Peut-être prêt à changer quelques mots, là, comme c'était mon numéro. En fait, c'est ça, c'est que c'est ce voyage-là qui m'a fait changer mon numéro de tournée, qui, à la base, devait être en fait, ça devait être complètement autre chose, mais j'avais trop de référents québécois. Et là, je me suis dit, ben non, je peux pas faire ça en Belgique, il y a trop d'adaptation. Je peux même pas dire le mot glissade d'eau. Le monde ne savent pas c'est quoi des glissades d'eau. C'est des toboggans aquatiques. Là. Je fais, ben là, il me semble c'est pas, moi, je l'assume pas, là, ce mot-là. Et je refuse le mot. Je refuse. Et là, j'ai ressorti un vieux vendredi qui était le cours de dessin. Puis j'ai adapté des petites affaires. Là, le mot peanut pour cacahuète. Et chandail pour costume. Et c'est tout. Puis le numéro, il marchait vraiment fort, puis je pensais pas qu'elle allait marcher fort. Fait que je fais, j'ai peut-être de quoi là. Et c'est devenu mon numéro de tournée après. Et qui est devenu un numéro de gala, un numéro dans la France, un incroyable talent. Ça, ouais. Donc, merci la Belgique. Merci la Belgique. Merci le Kings of Comedy. C'est ça. Et dans les comedy clubs, comme tu as beaucoup de numéros sous forme d'un exposé oral, tu dois venir avec ton matériel, t'emportes ton projecteur, ton écran avec toi dans le métro. Je sais pas comment tu fais. Un vrai calvaire. Ouais. Oui, parce que moi, des fois, je prends un trépied et je trouve que c'est trop. Ouais, mais je rappelle que j'ai pas de voiture. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que j'écoute pas de podcast. Tout est lié. Tout est lié. Ouais. Mais est-ce que tu aimes fréquenter les soirées d'humour? Parce qu'en remontant ton historique Facebook, j'ai vu très peu de publications par rapport à des soirées d'humour, à tes participations, ce genre de choses. Donc, je n'en ai pas vu tant que ça. Je sais pas si tu en faisais beaucoup et que c'est juste que tu le partageais moins. Ouais, c'est plus ça. Okay. C'est que, on dirait que montrer des photos de moi sur scène, je sais pas à quel point c'est pertinent nécessairement. Fait que, à part les gros événements où je suis quand même fier d'avoir ça sur mon CV, faut que je brague.
Non, mais c'est vrai que je publie pas nécessairement toutes mes shows. Là. Non, c'était assez obscur. Ok. C'était quoi donc ta question de base? Est-ce que tu aimes ça, les soirées d'humour? J'haïs ça. Non, j'adore ça, évidemment, oui. Mais venir tester des nouvelles choses, est-ce que c'est quelque chose qui te stresse? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Ah oui, une V1, c'est toujours stressant, Ok, bien ouais. sûr. Mais quand tu as un nouveau numéro qui marche, il n'y a pas de meilleur feeling. Là. Ok, Comme, c'est ça. enfin, j'ai de quoi. Je vais pouvoir surfer là-dessus pour les prochaines semaines, les prochains mois. Je vais leur travailler. Quand tu pars avec une V1, que tu sens qu'il y a du potentiel, il n'y a pas meilleur feeling, je crois. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais la V1, c'est tellement stressant. Moi, Ouais, non, ça n'a pas de sens. je déteste ça et j'adore ça une fois que ça marche. Mais le sentiment avant la V1 tu vois ceux qui passent avant toi et tu fais, je vais pas faire ça. Je vais pas le faire ce soir. Ça va jamais marcher. Ça va jamais marcher. Je vais y aller avec mes jokes rodés à la place. C'est ça. Et après, tu testes et si ça se passe bien, t'es tellement content que ça vaut le coup 1000 fois. Mais après, quand ça se passe pas bien, tu fais je l'avais dit. Hein. Non, c'est On de votre faute. On ne s'écoute pas. Vous avez insisté. Mais en même temps, il faut tester des nouvelles choses, c'est vraiment important. Mais c'est vrai que les V1, ça reste une angoisse que j'ai du mal à dépasser. Exact. Personnellement. C'est normal. Je pense que oui. Merci de confirmer. Ça va, je peux continuer l'humour. Et comment t'as vécu la tournée de l'École nationale de l'humour C'était vraiment le fun, c'était trippant. Juste autant les shows que entre les shows, la route. Je pense qu'on avait vraiment une bonne cohorte, une bonne tournée. Les numéros étaient tight. C'était que du plaisir. Puis aussi de constater la réaction différente selon la ville. Aussi, ça, c'était quand même... pourquoi ce public-là rit moins que ce public-là? C'est pas clair, là. Puis, donc aussi, ça a permis de visiter le Québec, là, ce que j'avais quasiment jamais fait avant. La Côte-Nord, j'y avais jamais été. En Abitibi, j'y avais jamais été. Donc, ouais, que du plaisir. Et si maintenant il y avait un humoriste qui te contactait, qui te posait la question, est-ce que je devrais faire l'École nationale de l'humour? Qu'est-ce que tu lui dirais? Si tu sens que tu as besoin de monde qui t'entoure, qui te donne des conseils, si t'es pas du genre scolaire dans la vie, t'auras peut-être pas de fun. Si t'aimes explorer des trucs, si t'aimes jaser avec du monde qui ont les mêmes intérêts que toi pendant 2 ans, 24 heures par jour, là tu vas avoir du fun. Mais il faut que tu sois ouvert, évidemment, à ce que le monde te dise ce qu'il pense de ton numéro. Là. Si tu es quelqu'un de très susceptible, ça peut être long. Après l'école, en 2018, tu participes au festival Comédia. Tu fais aussi ton premier gala Juste pour rire dans la salle Wilfrid Pelletier, dans le gala de tes idoles, les Denis Drolet. Comment c'est de faire son premier gala avec ton numéro de fin de session et de le faire devant des artistes que tu admires depuis tant d'années? Ouais, c'était stressant ce bout-là. Ça, c'était un numéro... c'était entre ma première et ma deuxième année à l'école que j'avais fait ce numéro-là. Okay. Ça avait bien été, j'ai pas tout pété, mais c'était pas... c'était très correct, mon numéro. Mais okay. Tu sais, ça venait vite. Là. Je suis même pas sûr que j'avais 40 numéros de fait sur... Okay. C'est-à-dire 40 prestations de scène. Fait que c'est venu rapidement. J'avais quelques bons gags, quelques killers. Ça a l'air prétentieux. J'avais 2 très bonnes jokes, disons. Mais non, c'est ça. C'était stressant, mais en même temps, c'était comme un peu surréaliste. Là, t'sais. Mais est-ce que toi, te dire il y a des humoristes dans la salle, ça te rajoute un stress ou pas spécialement? Est-ce que tu recherches l'approbation de tes pairs, je veux dire? Non, ça m'a pas amené de stress nécessairement. Là. Je suis comme qui même me suivent, puis les autres, tant pis. Là. Okay. C'était plus ça ma philosophie. Mais oui, je me souviens que mettons, Mike Ward était là, puis c'était la première fois qu'il me voyait. Mais non, je me suis pas stressé plus que ça. Non. Ok. Ouais, moi j'avoue que ça rajoute un truc. Ah ouais, hein? C'est parce que je crois que j'aime trop les humoristes et donc je veux pas les décevoir. Je veux pas décevoir, ouais. Je pense que c'est ça. Ouais. Parce que quand j'entends le rire d'un humoriste dans la salle, que je reconnais son rire, je fais il a ri à cette blague là. Ouais, il y a du goût. Il a du goût celui-là. Ouais, c'est ça. Mais non, mais ça fait vraiment plaisir. Mais je pense pas qu'il faille que je cherche l'approbation des... Qu'il faillisse. Qu'il eusse fallu. Ouais. Que je cherche l'approbation des humoristes, parce qu'en plus, c'est même pas souvent le meilleur public.
les C'est le humoristes. pire public. Il y a quelques humoristes qui rient fort. Ah, non, mais tu le sais tout de suite, mettons, comme pour revenir à ta question de l'école, tu le sais tout de suite que quand tu fais rire tes 12 camarades trop fort, c'est louche. Ok. C'est louche, parce que c'est-tu un insight, c'est-tu une joke d'humoriste, faut quand même savoir bien gager ça, là. Ok, oui. Public d'humoriste, puis un public normal, il rit pas nécessairement des mêmes Les affaires. mêmes affaires. C'est vrai que le public d'humoriste, c'est celui que tu entends quand il y a une blague qui passe pas. Exact. Qui a un Ouais, silence. les pires jokes, là, ouais. Et là, t'as les humoristes qui rient en fond et tu fais ah, les bâtards. Ouais. Mais oui, je comprends. Mais moi, je suis fan des pires jokes aussi. Il y a quelque chose de vraiment drôle à ça. Ouais. Quand tu le vis, toi, c'est dur. Ouais, mais... Quand t'entends que les humoristes qui rient et que toi t'es là, ah, ça a vraiment fait un flop. Tout le monde l'a vu. Hein. Ouais, je me demande ce qui est pire. Une joke que personne rit, y compris les humoristes, ou une joke qui fait juste rire les humoristes. Je sais pas ce qui est pire. Je sais pas ce qu'il fait non plus. Après, dès septembre 2018, tu commences à publier des photomontages d'emballage de chips Lay's où tu dis découvrir de nouvelles saveurs comme les chips hot chicken et crème de menthe, croque madame et jello menthe, Première Guerre mondiale et jeux de hasard. Jello vert, oui. Et jello vert, pardon. Inceste et pomme grenade. Oui. Pieux et centaure, etc. etc. Ouais. C'est quoi ton goût préféré? Celui que tu as trouvé, que tu étais vraiment fier de toi? Je pense que c'est... parce que quand je fais des corpos dans des écoles, je monte mes meilleurs Photoshop parce que ça marche bien avec ce public-là. Lui que ça rit à chaque fois et je sais pas pourquoi, c'est débouler les marches et Corn Pops. Des Corn Pops, c'est comme des céréales. Je pense pas qu'il y a ça en Europe, là, mais c'est Je pense pas. des grosses céréales croustillantes, rondes. Débouler les marches et Corn Pops, il rit fort. Et ouais, je pense que c'est ça. Et secondaire en spectacle, les salades de patates aussi, mais pas pire. Mais la tienne, celle que toi, tu étais vraiment fier d'avoir trouvée pour toi. Ben, je te dirais qu'après les chips, j'ai fait d'autres affaires, là, d'autres photomontages. Puis je te dirais que un photomontage qui marche, que je pense que je suis le plus fier, c'est la carte cadeau de 10$ chez Remax. Qui marche bien. Puis Qui est qui a un gros rire une à chaque agence fois. de location, De une agence vente de- immobilière. Ouais, exactement. C'est ça. Pour S'acheter des expliquer- maisons. expliquer la joke. Ouais, c'est ça. qui- Ah, à un moment donné, j'ai fait serait une vraiment joke drôle. de Remax en Suisse. Mais j'avais googlé, puis il semblait en avoir un, mais je me suis peut-être trompé parce que ça a fait un néant absolu comme réaction. Je comprends. Parce que tu me le fais à moi qui habite ici depuis un an, j'ai la référence, mais encore je À fais... peine. C'est quoi encore Remax? Ah Courtier oui. immobilier. Mais quand je vois l'image de la carte cadeau, je vois avec le logo, et là je fais ah oui, c'est l'agence immobilière. Ouais. Si tu me le dis en sketch, je suis pas sûr que j'ai la Ah, référence. ben tu vois. Il faut que je fasse une petite recherche dans ma tête de c'est quoi encore Remax? Ouais, comme Ah quoi. non, ça c'est Renaud Bré, ça c'est les jeux, c'est un autre. Tu vois, il y a le re au début. Ah, il y a trop de layers, là. Ouais. C'est Il y a trop de calculs qui se fait dans la tête, puis c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est un peu moins efficace, là, mais ouais. Tu perds un peu au niveau du timing. Je pense que oui. Mais c'est comme quoi que l'humour, c'est tellement, tu sais, des détails, des culturels, là, à chaque fois, tu dois te remettre en question, chaque joke. Mais c'est ça, c'est comme par exemple, que tu disais tout à l'heure, les glissades d'eau. Je comprends ce que c'est, mais t'as un petit temps de. Ouais. Ah, ok, un parc aquatique, ok. C'est juste ça qu'il veut Ouais. dire. J'avais une autre joke de Hulk. On dit Hulk. Ouais, c'est juste ça. Je crois que ça. Ouais, Hulk, c'est vrai que ça pourrait passer. Ça pourrait passer, mais encore une fois, t'as un petit temps de. Il veut dire Hulk? Ouais. Ouais, mais tout ça, ça m'a découragé C'est de ça. faire mon autre number. Fait que j'ai fait Moi, je me rappelle, c'est Virginie Fortin qui parlait de Rocky. Et Ouais. elle dit, ben, en France, ils comprenaient pas. Et nous, elle nous dit Rocky, tout le monde la suit, genre, oui, Rocky. C'est juste que nous, on dirait Rocky, mais on te suit, il n'y a pas de souci. Ouais. Et elle dit, ah, c'est vrai, vous comprenez quand je parle. Enfin. Ça m'avait marqué qu'elle dise ça. Rocky. Ouais. Après, c'est toujours le bon truc en Belgique de dire, ah, vous avez mieux fait que la France, comme ça, t'es sûr d'avoir le public T'as avec le toi. public dans ta poche dès le Clairement. départ. Ouais, C'est des humoristes québécois qui vont en Belgique, faites ça. Ok, sachez-le. Sachez-le. Moi, mon parfum préféré pour les chips, c'était Jabba the Hutt et Jonky. Bon, ben merci. C'est mon côté fan de Star Wars. Moi, tu mets Jabba the Hutt, je suis content. Ah ouais, hein, je pense que... Ah ouais, j'avoue que j'avais oublié celle-là. Jabba de Hutt et Jonquille, ouais, merci. Je t'en prie. Mais les images sont tellement bien réalisées que des gens pensent que ce sont des vraies saveurs Ouais, et te demandent où les procurer. Ce Oui. que je ne comprends pas. Enfin, il y en a certaines, c'est des vrais aliments. Mais à partir du moment où tu en vois un qui est Première Guerre mondiale et jeux de hasard, je pense que
T'as ce compris qu'il y avait... moment-là, tu sais, à quel point, qu'est-ce que ça goûte. Parce que j'adore que des gens aient vraiment posé la question. J'adore ça. Ouais, puis encore aujourd'hui, à chaque fois que j'ai un photomontage qui pop ou qui explose, qui sort de ma fanbase, toujours du monde qui font « Hein, où c'est que t'as pogné ça? » Puis c'est-tu vrai? C'est une joke? Puis à un moment donné, j'ai une vidéo, c'est une compilation. Je pense que j'ai 65 jokes. Et malgré qu'il y a 65 photomontages, il y a encore du monde qui dit « Est-ce que c'est une blague? » Alors que... Je sais pas, hein? À la première limite, mais une fois qu'il y en a 65... Ouais. Après 6-7... Il y a le montage avec... Ouais, je pense que c'est une blague. Je sais pas, tu sais, ouais. En tout cas... Mais tu ne t'arrêtes pas au paquet de chips, comme on l'a dit. T'as fait des magazines People, t'as fait des jeux de société, des conserves, des cartes cadeaux, des emballages en général de toutes sortes de choses. Qui fait qu'il y a même le site Monsieur Mondialisation, qui est un site d'actualité francophone, qui a fait un article sur un montage que tu avais fait parce que tu avais fait des pailles en plastique, dont le logo est une tortue qui a une paille dans le nez. Pour dire la société va beaucoup trop loin, c'est horrible cette compagnie. J'adore ça. Comme si une compagnie de paille allait mettre une tortue avec une paille dans le nez comme mascotte. Qui a l'air très contente d'avoir sa paille dans le nez. Ultra joyeuse. Et oui, évidemment, il y a plein de monde. Mais Monsieur Mondialisation, je savais pas, mais apparemment c'est quand même gros. Là, oui, c'est une grosse page, ouais. Ça me fait beaucoup rire qu'un site comme ça d'actualité sérieux n'ait pas regardé un peu plus loin pour voir que c'était une blague. Ils ont cru, mais il y en a d'autres comme ça. J'avais l'appel pour litière et passoire à pâte, qui est comme le même objet pour le même deux utilités. Il y a une autre page je pense que c'est la page de Montreux qui l'ont partagé, mais ils pensaient que c'était un vrai objet. Okay. Il n'y a jamais rien de vrai, il n'y a rien qui n'est pas photoshopé. Fait que... Mais je crois que c'est juste que dans le texte, tu dis « Ah, je peux pas croire que vous ayez sorti cette nouvelle saveur, par exemple. » Donc les gens sont là. « Ah ben non, je peux pas y croire non plus. » Mais c'est ça la twist, mais c'est de l'ironie. Exactement. je dénonce les fake news. C'est ça la démarche créative. Mais comment est-ce que tu fonctionnes pour créer ce genre de choses? Est-ce que c'est la première idée qui te passe par la tête, tu te dis c'est parti, j'y vais, ou alors tu brainstormes plein d'idées puis tu choisis les meilleures? Comment est-ce que tu procèdes? Oui, il y a un mélange un peu de tout ça. Là. Des fois, c'est juste je suis à l'épicerie puis là je fais comment? Il me semble que je suis dû pour une nouvelle joke. C'est souvent je vois un produit que je sais que tout le monde a le référent, tout le monde connaît ce produit-là. Je réfléchis à la joke dans l'épicerie même. Ou des fois c'est avant. Je fais comme oui, il faudrait que j'aille me prendre en photo avec une bouteille de ketchup. J'ai une bonne idée de blague avec ça. Fait que, ouais. Donc, si on te voit t'arrêter dans une épicerie... Ouais, c'est déjà arrivé que du monde me connaisse. Prendre un article et prendre une photo, c'est que t'as une idée. Oui. Il y a du monde qui souvent qui m'écrivent pour me dire qu'ils m'ont vu à l'épicerie me prendre en photo avec justement une bouteille de ketchup. C'est jamais gênant, ce bout-là. Là. Et à quel moment tu te dis, j'ai assez fait de montage, par exemple, avec les emballages de chips, par exemple. À quel moment tu te dis, c'est bon, on va partir sur autre chose. Moi, ce qui me fait rire, c'est de jamais en revenir. C'est de peser sur le même clou. Puis à un moment donné, le monde font comme là, on a compris l'idée, mais c'est ça qui est drôle, c'est que ça finit plus. Moi, je suis quelqu'un, même dans mes numéros, j'ai beaucoup de numéros, c'est la même blague dérivée. Ben, c'est ça, il y a aussi pour vrai, ça a l'air prétentieux, mais il y a quand même une démarche là-dedans dans le fait que c'est toujours la même mise en scène. Ça sera jamais nécessairement la même blague. Ça va être, d'un fois c'est un jeu de mots, d'un fois c'est de l'ironie, d'un fois c'est une contradiction, d'un fois c'est juste complètement stupide. C'est comme un canevas de mimes, mais la blague n'est jamais la même. Puis ce qui est drôle, c'est quand on voit l'ensemble, là, parce qu'il y en a beaucoup trop. Pour moi, ça rajoute un layer. Fait que, ouais, c'est ça. Donc tu n'es pas d'accord avec la phrase qui dit les blagues les plus courtes sont les meilleures? J'ai jamais été d'accord avec cette phrase. Moi, j'adore l'humour de répétition. Il peut y avoir beaucoup de blagues courtes qui fait une autre blague longue. Ça, tu comprends? Oui. Mais moi, j'adore faire la même blague pendant longtemps. Ouais, moi tout. Je peux faire ça je peux avoir une même blague pendant 10 ans. Si la personne rit encore, je continue. Moi, je suis comme ça. Moi, même si elle rit pas des fois. Ça dépend à quel point ça me fait rire. Ça dépend à quel point ça me fait rire. Ok, bon, je suis curieux de voir ta pire joke. Ça fait 10 ans que ça rit pas. Non, pas sur scène pour le coup. Voulez-vous de l'eau? Pourquoi ça rit pas? Il y a Pierre Prince qui a un numéro que c'est ça. C'est bon de l'eau. Il a fait un gala avec ça. Pour vrai, je suis fan de ce numéro-là. Il fait rien d'autre. Le début, c'est bon de l'eau. Je vais aller voir ça. Ouais, sur les réseaux sociaux, parce que donc t'es actif avec tous les photomontages, mais t'es aussi actif dans le sens où tu fais pas mal de sketchs dans des vidéos de Alex Levesque, de Florian Brucker, de Charlotte Touzel. Ouais.
Est-ce que jouer dans des sketchs vidéo comme ça te plaît? Est-ce que on peut espérer te voir dans d'autres sketchs à l'avenir? Est-ce que vraiment le fait de jouer dans des vidéos, c'est quelque chose que tu aimes faire? Oui, bien sûr, j'adore faire ça, mais c'est toujours un projet. Là. Quand tu as une vidéo, là, ça prend une caméra, faut faire le montage, faut bien l'écrire. Mais une fois que j'ai une bonne idée, le résultat, c'est toujours le fun à voir. Là. Puis ça donne du contenu au monde qui me suivent. Fait que ouais, j'en fais le plus possible, mais des fois, j'avoue que j'ai pas le temps. Là. C'est comme c'est trop long, c'est prenant. Puis mais c'est moins long faire un podcast, même si ça dure 7 fois plus de temps. La durée d'un podcast est 7 fois plus longue qu'un sketch, mais c'est 7 fois moins long à faire. Il y a vraiment des vidéos qui m'ont bien fait rire. Une de mes préférées, c'est la vidéo Tuyau que tu as fait avec Charlot Touzel, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci. Je fais un plombier qui répare des tuyaux. Puis c'est toujours la même prémisse de moi qui va réparer un évier, puis il se passe de quoi avec ça. Mais j'aime bien, c'est simple, mais ça part dans de l'absurde, il y a des bonnes jokes. J'avais fait la suite Carton aussi, oui, qui est le même concept. Peut-être en avoir un troisième. Après, en 2019, c'est de nouveau sur le Gala des Denis, cette fois au Comédia. Tu remportes le prix Révélation 2019 du festival, avec ton numéro Le Cours de dessin, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, grâce à ça, tu obtiens une bourse de $10 000 et une tournée dans les festivals d'humour en Europe. Exact. C'est ça? Ouais. Ce qui fait que tu participeras au festival Morche Sourire, au Vous Rire de Liège et au Festival de Paris. Ouais, le FUP. Comment est-ce que l'Europe a réagi à ton humour? Est-ce que tu as vu une différence entre Belgique, France, Suisse ou pas spécialement? Je t'avouerais que le numéro était tellement international, zéro référent québécois ou quoi que ce soit, que je crois que ça a réagi à peu près pareil partout. Mm-hmm. Pour moi, c'était mon rodage avant la France Incroyable Talent. Je fais comme, OK, si eux ont ri, ça va être ça. Tu sais, je me suis pas, quand j'ai fait cette émission-là, je suis pas allé roder partout avant, comment ça s'appelle dans le Comedy Club de Kev Adams? Le Fridge. Je suis pas allé là, je suis pas allé nulle part. Je fais comme, ça a marché en Belgique puis en Suisse. Ça devrait marcher ici, puis sinon, tant pis. Je ferais un flop. Ça va être malade. Je suis allé là sans aucune attente, vraiment. Donc oui, non, j'étais content de la réception, mais en même temps, je me suis assuré que le numéro soit universel. Mais est-ce que le fait de venir jouer en Europe, c'est quelque chose que tu as envie de refaire? T'aimerais venir jouer régulièrement? Ou... Ouais, faire carrière en Europe, je le sais pas, mais faire des shows, oui, j'ai vraiment aimé l'expérience, mais après ça, c'est comment convaincre le monde de venir acheter des billets quand que le monde ne te connaisse pas. Après ce podcast-ci, il y aura une demande, je pense. Oui, ça va, c'est sûr, je sais que ça va exploser, puis je vais remplir le point-virgule en un claquement de doigts, mais... J'aimerais. Et le 11 novembre 2019, tu débarques sur la plateforme TikTok. En 2 mois, tu as 50 000 abonnés. Tu es maintenant suivi par 123 800 personnes. On voit que le gros beau m'était au début. Moi, je trouve ça énorme quand même. 6 mois pour faire 50 000, puis à peu près 4 ans pour faire le double. Ouais. Dit comme ça, c'est vrai. Mais il y a tes vidéos quand même qui cumulent des millions de vues. Tu as publié vraiment beaucoup de vidéos. Qu'est-ce que tu aimes sur cette plateforme et c'est quoi les étapes avant une publication TikTok? Moi, ce que j'aime sur TikTok, c'est à quel point il y a du monde tout croche. Quand tu défiles ma For You page, là, il y a beaucoup de monde pas clair. Là. C'est comme, pourquoi tu t'es filmé faire ça? Oui, ça, c'est vrai. Il y a 2 likes. Ça fait 1 semaine que tu l'as posté. Les perles se trouvent vraiment là-dedans. Là. Okay. Pire c'est, mieux c'est. Moi, en tant que consommateur, c'est ça. Puis sinon, je t'avouerais que le contenu de TikTok, moi, ce que j'appelle, c'est des canevas de travail. Tu sais, j'avais mes vidéos de Pokémon qui ont beaucoup marché. Puis ça, je n'ai fait 7, je pense, ou peut-être 8. Après ça, j'avais d'autres vidéos qui étaient de faire des duos. Après ça, j'avais d'autres trucs que c'était de faire des extraits de stand-up, des compilations de mes photomontages. Fait que plusieurs bases de travail qui me permettent d'être productif puis de recycler mon contenu pour que le plus de monde le voit possible. Puis aussi de pas partir d'une page blanche à chaque fois. C'est comme, aujourd'hui, je vais essayer de faire un duo. C'est de même que je travaille. J'ai plusieurs canevas, puis je m'en inspire à chaque fois. OK. Et quand tu fais un duo avec une vidéo qui est sur TikTok que tu reprends et que tu commentes ou tu réagis, je roast. Comment tu procèdes? C'est vraiment tu traînes longtemps sur TikTok et tu trouves des perles ou tu as des recherches? Il y a un peu ça. Ouais, non, c'est ça. C'est que je fais comme, pardon, voir que quelqu'un a fait ça.
Faut que je le partage, ça n'a pas de sens. Souvent, c'est ça. En fait, il faudrait que tu aies un outil de recherche qui te permet de voir que les vidéos qui ont Ouais, très mais mon peu de For vues. You page, il m'a cerné. Et il Ok. sait que c'est ça que je C'est veux ça voir. que C'est ça que je recherche. tu ne vois jamais des vidéos qui ont plus de 15 vues. Non, c'est ça. Tu sais, comme il y a une vidéo, c'était une madame qui filme une pancarte d'une piscine. Puis elle lit la pancarte, elle dit « Piscine fermée jusqu'au 15 septembre pour cause de rénovation. » Je fais « Ah! T'as fait un TikTok avec ça? » Voilà. Fait que là, moi, c'est juste moi qui prends des notes comme si j'étais vraiment intéressé parce qu'elle me dit « Ah oui, hein, je ne m'en calisse pas du tout. » Mais bon, je sais plus ce que je dis, mais... Et est-ce que c'était arrivé d'avoir des réactions de gens donc, que tu avais parodiés d'une certaine manière? Oui, il y a une madame qui m'a bloqué. Fait que j'ai enlevé le vidéo, puis je fais comme bon, ok. Ou de gens qui sont justement très contents parce qu'ils ont beaucoup plus de vues sur leurs vidéos? Oui, il y en a qui le prennent bien. Puis ça, c'est Ok. cool. Ça, c'est cool. Ben, je suis jamais impoli. Là, tu sais, Non, c'est non, toujours- t'insultes c'est pas toujours les un gens, peu mais moqueur, mais non, c'est ça. Souvent, le monde, ils le prennent bien. tant mieux. Plus souvent qu'autrement. Ouais. Tu n'es pas détesté par plein de gens Non, c'est ça. à travers le Québec et le monde entier, en fait. Mais c'est vrai que sur TikTok, il y a vraiment des perles, des gens incroyablement imaginatifs et des gens, je ne comprends même pas qu'ils aient pensé à le faire. C'est peut-être à trop le facile de filmer. faire du contenu sur TikTok. Ouais. C'est C'est peut-être ça le c'est rendu problème. trop facile. Mais après, moi, je suis aussi admiratif parce que moi, j'arrive pas du tout. Moi, t'allumes Ah la non. caméra, c'est fini. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que le podcast est audio parce que je suis beaucoup plus détendu. Je suis déjà stressé de base comme ça. Mais là, filmer TikTok, les vidéos Instagram, faire une story, Tu figes. je flige complètement. Ah ouais, hein? J'ai déjà fait des vidéos où je fais une story où je dois dire quelque chose, genre je joue à tel endroit, quelque chose comme ça. Je fais 45 essais pour au final l'écrire. Parce que le message est mieux transmis. Ouais, ok. Non, mais tu vois, j'ai pas. T'as peu, j'allais dire de quoi? J'avais de quoi de pertinent à dire à propos de TikTok, fuck. Ouais, c'est ça. Mais l'affaire avec TikTok, c'est que ça l'encourage beaucoup plus la découverte que n'importe quelle autre plateforme. Mhm. Parce que tu vas être recommandé à du monde qui te suivent pas beaucoup plus que par exemple sur Instagram. Tu sais, fait que c'est plus facile de se construire une fanbase sur TikTok, je crois, là, que sur par exemple Instagram, juste parce que tu es recommandé. Surtout que ton vidéo est un peu bon. C'est assez. La plateforme, pas parce que t'as pas beaucoup de followers qu'elle va pas te partager ton vidéo. Fait que ça, je trouve ça cool. Mhm. C'est fair pour tout le monde. Donc, moi, je trouve que c'est ça le gros avantage de TikTok par rapport aux autres là, plateformes. Ok. J'espère un jour avoir une vidéo TikTok qui fonctionne. Ouais. Mais après, je ne publie pas Avec assez. un jour que ton texte explose sur TikTok, ce serait malade. Ouais, j'ai mis des extraits du podcast, des petites vidéos de sketch, ce genre de choses, mais c'est vrai que me filmer, par exemple filmer un duo où je commenterais, je flige complètement. Je ne sais pas pourquoi. Alors que je pense que j'aurais des réactions, tu vois, mais je sais pas. La caméra m'angoisse pour le moment encore beaucoup. OK, mais Voilà. peut-être un jour, mais tu vois, moi, c'est le podcast qui m'angoisse. Moi, ça m'angoisse beaucoup, moi. Ouais, c'est ça. Après, t'es approché par Urbania qui t'offre la possibilité de poster sur leur plateforme web chaque semaine un photomontage dont tu as le secret et qui cartonne sur les réseaux sociaux dont on a parlé tout à l'heure. En janvier 2020, bah, t'es invité à l'émission La soirée est encore jeune sur Ici Première. Ça se passe tellement bien qu'on t'invite à devenir un collaborateur régulier de l'émission. Est-ce que c'était un défi pour toi de tenter les chroniques radio? Parce que toi, on te connaissait surtout pour tes gags visuels principalement. Là, c'est la radio, donc c'est mort à ce niveau-là. C'est difficile. Ouais. Est-ce que tu as aimé ce défi de faire de la radio? J'ai beaucoup aimé ça, mais je trouvais que c'était exigeant à écrire. Ben, c'est l'équivalent d'écrire un numéro par semaine, là, dans le sens que tu dois remettre une chronique radio, puis on enlève la possibilité d'avoir le support visuel. Mais d'ailleurs, j'ai fait une chronique radio que je joue là-dessus, là, sur le fait que je veux présenter des trucs, mais personne ne voit rien. Le cours de peinture? Ah oui, non, j'en ai fait 2. J'ai fait pas énormément de chroniques, je pense que j'en ai fait 8. Puis, J'ai pas compris. je n'ai fait Huit. 8, 6 plus 2, excuse-moi. Bien joué. Fallait que je le fasse une fois dans l'autre sens. Ouais, non, c'est ça. Bien joué. J'ai adoré l'expérience. Autant que c'était exigeant parce que c'était écrit, autant je trouve que ça a valu la peine. Ça m'a donné une bonne expérience. Ouais. Sorti de ma zone de confort, des fois, ça fait du bien. Tu sais. Et si on te contactait pour en refaire, tu le referais? Je crois que oui. Si l'ambiance est bonne, je pense que je ferais oui. Ensuite, c'est 2020, une très bonne année pour les scènes, avec tout qui s'arrête. Comment toi t'as vécu cette période incertaine pour le milieu de l'humour?
Début 2020, j'ai passé quelques mois chez mes parents. Je suis retourné comme ben là à Montréal, ça sert à rien. J'ai pas de numéro à faire sur scène. Fait que j'ai tout ce qu'il y avait à faire, c'était du contenu web. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis évidemment écrire des capsules radio pour La soirée est encore jeune. C'est la seule chose que j'ai pu faire, c'était ça. C'est du contenu web. Mais est-ce que la scène, le fait de se dire ça tombe, je ne reprendrai pas la scène, c'était quelque chose qui t'angoissait, qui te faisait peur ou... Je suis pas quelqu'un qui a une soif infinie de scène. Je suis pas quelqu'un que... Il y en a beaucoup qui vont faire « Hey, ça fait une semaine, j'ai pas fait de show, je suis pas bien. » Moi, ça me dérange pas. J'ai pas cette envie-là d'être devant un micro à tout prix. Au contraire, des fois, je suis comme... Bref, j'ai pas ce feeling-là, ce besoin-là. Donc, non, ça m'a pas stressé, angoissé. Je fais comme ça, c'est temporaire, ça va passer. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais non, ça m'a pas rendu malade, là. Mais t'as participé au gala Juste pour rire de Phil Roy et Pierre-Luc Fang devant pas de public. Pas de public. Comment toi t'as vécu ça? Parce que j'ai interviewé Reda Sawi qui m'a dit que c'était un traumatisme de jouer devant pas de public pour lui. Ça a été très dur, même s'il a pour moi très bien fait ça. Comment t'as vécu ça toi? Moi, ça a été... ça a vraiment... J'ai quasiment adoré ça. Okay. J'avais également fait... Comme quoi? Des shows dans des cinéparcs, du monde dans des voitures. Oui, qui klaxonnent quand ils rient. Exactement. Ça, c'est l'affaire la plus absurde que j'ai faite, là. Je disais, mettons, par klaxon, qui a une voiture? Moi, j'aime beaucoup cette blague. Elle est difficile à recycler, je t'avouerais. Oui. Plus dur de le replacer, là, mais... Puis ensuite, le gala Juste pour rire, c'était malade parce que t'avais pas la pression que si tu bafouilles, t'es fait... Tu peux le reprendre, la caméra, il va le faire au montage. Oui, ton amour du montage revient. Exactement. Puis la même soirée, il y avait le numéro de Pierre-Yves Roy Desmarais qui était... il filmait le public vide, là, autrement dit, qu'il y a des sièges vides. Ben, tu sais, lui, il était, parce que c'était tellement pas sûr qu'il allait avoir des galas. Fait que moi, je lève mon chapeau d'avoir pu se revirer sur une scène, puis je sais pas en combien de jours qu'il a adapté son numéro pour ça, là. Mais non, moi, je l'ai fait vraiment comme s'il y avait un public, mais avec le stress de moins de... C'est pas grave si je bafouille. Et le montage est vraiment bien fait, là. C'est comme... OK, on dirait vraiment qu'il y a un public. Oui, si on te l'a jamais dit, tu peux clairement regarder le sketch. Même si on me le dit, je fais comme, comment qu'on fait ça? C'est vraiment bien fait, là. Ouais, c'est vraiment bien fait. Mais donc, toi, ça, c'était pas un problème? Non. Mais avoir eu plus de temps pour me préparer, je pense que j'aurais également plus joué sur le fait qu'il n'y ait pas de public tant qu'à faire. Tu sais, ça arrive juste une fois dans une vie, là. Clairement. Ok, donc t'en as plus profité que ça a été un problème. Comme quoi, c'est marrant, exact. On réagit tous très différemment, parce que moi, je pense que j'aurais clairement eu du mal. Parce que, après, c'est comme je dis, j'ai du mal à me filmer, parce que j'ai pas le retour. Mais tu disais après ça, il n'y aura pas une joke qui va tomber à plat. Ouais. Plus que les autres. Ils vont toutes tomber à plat, mais il n'y en a aucune qui va tomber plus à plat que les autres. Ouais, mais tu ne sais pas si, quand le public va le voir, ils vont aimer. Alors que là, si tu le fais devant un public, ils rient. Donc tu te dis, si eux on rit, il n'y a pas de raison que les gens chez eux... Mais si ton numéro, tu l'as rodé avant. Oui, ton numéro, tu l'as rodé avant, c'est vrai. Échec et mat. Échec et mat, bravo, voilà. Félicitations. Yes. Après, tu participes au Bye Bye en 2020. Non, ça c'est un photomontage. Oh fuck, je me suis fait avoir. Mais bravo. Ouais, je t'ai bien eu. Eh ben bon photomontage. Merci. Ça c'est quand tu finis tes recherches à 2h du matin hier. Mauvaise idée. Je me suis fait avoir. Ah, mais j'avoue que ça, j'ai peut-être pas été assez clair. Bon photomontage. Merci beaucoup. Si tu doutais de tes capacités à faire des bons Photoshop. Ouais, je pense que j'aurais peut-être dû être plus clair. Non, c'est juste, j'ai fini trop tard hier et j'ai même pas vérifié mes sources. J'ai été Monsieur Mondialisation. Pendant un instant, c'est ça. Donc voilà, je me suis bien fait avoir. 2021, on te retrouve dans le gala Comédia animé par Rachid Badouri, le gala Juste pour rire dont on parlait de Pierre-Luc Fang et Phil Roy, l'émission Trait d'humour animée par Mathieu Dufour et la 3e saison de Rose Battle où tu as été particulièrement bon. Moi, tu t'es trouvé très bon là-dedans, surtout face à Mike Baudouin. Je trouvais que c'était très drôle. C'est épouvantable, hein? C'était épouvantable, mais tellement drôle. Et il a bien pris la blague. Il a vraiment bien pris, chapeau à lui. Oui, là. Mais j'adore ça. C'est tout ce que j'aime dans le roast. T'as été suffisamment loin pour que ça soit du roast, mais suffisamment drôle pour qu'on oublie que c'est tellement dur. Parce que si c'est juste taquin,
c'est pas efficace, puis les juges, ils vont te le faire savoir, là. C'est comme, il faut que tu saches aller donner un coup de poing là où que ça peut faire mal. Puis Charles Deschamps, il y avait des bons gags sur moi, là, aussi. Il disait, Jean-Michel est très souple, il est capable de s'auto-sucer, et je trouve que ça donne bien parce que t'as un corps d'enfant puis une tête de pédophile. Oui. J'ai fait, bon, bravo, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Très bonne joke. Mais est-ce que tu as aimé participer à cette émission? C'était tellement stressant parce que t'as 24 à 48 heures pour te préparer pour le prochain round quand tu sais que tu passes, puis là tu sais c'est qui l'autre qui passe, l'espèce d'arbre de tournoi finalement. Là. Très exigeant, là, je me couchais à 5 heures du matin parce que je fais comme il me faut au moins 3 bonnes jokes là, avant demain. Des brainstorming avec des amis humoristes, fait comme ah non celle-là est pas assez bonne, ah t'as de quoi, ben presque mais pas assez. Puis là tu merges des jokes qui se ressemblent. Ça a été un exercice terriblement exigeant, mais j'ai beaucoup aimé le faire, mais j'avoue qu'après ça, les 2 autres fois qu'on me l'a proposé, j'ai fait non, c'est assez. Parce qu'il y a le stress de sur qui tu vas tomber, puis il y a du monde, t'as rien à dire sur eux, là. C'est comme tu as des lunettes, et puis... Oui, c'est vrai que je crois que plus les gens s'adorent, plus j'aime bien le roast parce que les gens vont plus loin. Mais la ligne est plus claire on voit que c'est une blague. En fait, je crois que c'est ça aussi. C'est que quand c'est 2 amis, s'ils se font une blague, ils savent tous les 2 qu'ils peuvent aller là. Si ça devient un peu méchant pour être méchant, c'est là que c'est plus bon. Mm-hmm. Mais moi, mon plan ultime, c'était de me rendre en finale, puis en finale, dire « Tu as des cheveux bruns et tu es con. » C'était ça mon plan. Je voulais faire un anti-roast si je me rendais en finale. Finalement, je me suis rendu en demi-finale. Colin. Mais en tout cas. J'aime vraiment beaucoup le roast. Il y a eu un roast ici pour le Mini-Fest, c'était France-Québec, les humoristes français qui roastaient les humoristes québécois. Et l'inverse. C'était très très bon. J'ai ri tellement fort, mais j'adore ça. Ça m'ouvre une porte que j'ai pas d'habitude, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Mais l'affaire, le défaut, entre guillemets, mais aussi ce qui est magique du roast, c'est que c'est des jokes que le contexte est tellement précis que tu peux pas les réutiliser, même si c'est un killer, là. T'sais, c'est une joke sur telle personne, puis des fois, tu fais un callback sur ce que t'as dit sur l'autre personne. Fait que c'est tellement contextualisé, un roast, que des fois, ça va rire plus fort que n'importe quel numéro de stand-up que t'es capable d'écrire, mais tu peux pas recycler les jokes. C'est ça qui est un peu triste, là. C'est une émission que j'aime beaucoup ici, c'est Prière de ne pas envoyer des fleurs. Ouais, il y a ça. Il y a aussi les grands bien cuits, qui ressemblent, c'est le même concept, mais un peu plus trash, un peu. Là, quand même. Je trouve que c'est vraiment un bel hommage, en fait. J'aime beaucoup ça. Je suis d'accord. On va parler du fait que... C'est quoi donc Charles Deschamps a dit sur toi que tu ressembles à un néo-nazi? Un docteur nazi. Docteur nazi. J'ai eu, depuis que je suis là, j'ai eu Docteur Tournesol. Celui-là, j'étais là, ah bon? Ouais, quand même. Ouais, ok. Un petit fond de professeur Tournesol. Hein. Ok, moi je voyais pas trop. J'ai eu Harry Potter Albinos. Oui. Ouais. J'aime la combinaison. Oui. Ouais. Mais le mieux pour le moment, c'est Charles Deschamps, Docteur Nazi, parce que la réaction des gens quand il l'a dit. J'ai fait un numéro au Gong Show qui s'est très bien passé, j'étais très content. Mais il place ce gag-là et il a le plus gros rire et je fais ah, le bâtard. Parce que je suis désolé. Non, il est très bon, il est très bien bon. joué de sa part. Très très bien joué de sa part, mais il est très fort. J'aime beaucoup Charles Deschamps. Mais oui, mais c'est un ange. Aussi, en plus, vraiment. Je pense que dans son épisode, il m'avait name drop à la fin. Oui. Ouais, c'est ça. Il m'a dit, c'est qui t'aimerais voir comme invité? Il m'a nommé moi. J'ai comme pas le choix, là. Rendu là. C'était déjà en discussion à ce moment-là. Ouais, c'est ça. T'es nommé dans la catégorie meilleure capsule radio et numéro d'humour de l'année. Cette année-là, en 2021. Est-ce que ces récompenses-là, c'est important pour toi d'être nommé? C'est une reconnaissance du milieu ou tu t'en fous complètement? On fait ça que pour ça, hein? On fait ça juste pour les trophées. Moi, le jour où j'ai un trophée, je crisse tout ça là. Non, c'est toujours le fun de voir que le monde y croit aussi, mais... moi, je trouve que c'est surtout un beau party. C'est tellement drôle, les présentations aux Oliviers, là, plus souvent qu'autrement. Pour moi, c'est juste le fun de voir autant d'humoristes réunis puis avec des bons numéros exclusifs. C'est surtout pour ça, tu sais. Tu souhaites être nommé pour pouvoir y assister en personne. C'est plus ça qu'autre chose. Là. Ouais. J'adorerais y assister aussi. Podcast de l'année. Et Podcast voilà, de l'année prochaine, peut-être. Peut-être. Il faut que je serai rentré en Belgique, je pense. Ouais, c'est ça. Le jour où tu seras plus au Québec, tu vas pouvoir être invité. C'est ça. mes écoutes vont décoller une fois que je serai arrivé en Belgique. Exact. Je ne croiserai plus de Québécois. Eh ben voilà.
Juillet 2021, tu participes à nouveau au gala Juste pour rire, animé par Jean-Thomas Jobin et Rita Baga, ainsi qu'au Comédia des Denis Drolet. Je pense qu'il n'y a pas un gala qui se fait où tu n'es pas dedans. Chaque année, tu as ton gala. Ouais, à peu près. Ça, félicitations pour ça. Merci, c'est gentil. Et le 21 juillet 2022, dans le cadre du ZooFest, tu proposes avec Alex Lévesque un 30-30 au monument national qui s'appelle Vieux Poupon. Oui, et je l'ai refait après ça à Longueuil. Est-ce que c'était avec les shows que tu avais fait dans les galas ou c'est un tout autre numéro, un tout autre show? Je pense que j'avais recyclé 2 numéros, mais le reste, c'était des numéros... On y allait en alternance. C'était Alex qui faisait un 5, et après ça, moi un 5. Puis là, on switchait tout le temps. Et à la fin, il y avait un numéro en duo. Donc oui, il y avait quelques numéros que j'ai rarement refait. Que j'ai rarement fait, mais c'est aussi des numéros que j'avais écrits à l'école. OK. Que je pouvais après ça refaire là, parce que c'est comme, le fait que ça switch à 5 minutes, ça permet d'intégrer facilement un personnage. Tu sais, plutôt que si je fais 1 heure, hey, je reviens, je m'en vais mettre une barbe, là. Oui. Ouais. Fait que cette excuse-là d'y aller en alternance permettait de faire des trucs plus complexes, là. C'est vrai que c'est la partie que je n'aime pas de tous les props, tous les personnages et tout, c'est juste tellement de matériel. Quand je vois les humoristes qui arrivent avec ça, je fais oh là là, non. C'est un projet. C'est ça, c'est vraiment... T'as pas le choix. Mais pour ma part aussi, c'était un calvaire à traîner, mais autant c'est une manière d'essayer de se démarquer. Là. C'est oui, comme aussi. moi, il y en a tellement des humoristes. Si le monde sont capables de se dire ah oui, lui avec un écran. Au moins j'ai marqué quelqu'un d'une manière. Fait que, c'est vrai que si tu es sur un passage où tout le monde a été bon, mais il n'y a pas un qui ressort du lot, on va dire c'était le gars avec l'écran. Ah oui, ouais. Le numéro de l'écran. Fait que ouais, donc, c'est un calvaire à traîner, puis c'est un calvaire à roder, puis tu sais jamais si ça va marcher. Puis il y a de quoi de gênant aussi quand tu t'arrives avec un écran, puis ça marche pas. Oui. Ouais, là, tu t'es un petit peu trop préparé pour te planter. Là, il y a ça aussi que... Et on s'est dit tout ça pour ça. Oui. Ouais, c'est ça. Tout ça pour ce moment gênant, d'accord. Qu'un stand-up, on ne voit pas combien de temps il a préparé. Même si ça se passe pas bien, on se dit t'as l'excuse, il a pas sûrement écrit aujourd'hui. Et si ça se passe pas bien, on se dit il a pas dû le préparer longtemps. Exact. Et il peut toujours dire oui, ça j'ai écrit ça aujourd'hui. Puis quand t'arrives avec des dessins... c'est pas tête, c'est là que c'est triste. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça revient à ce que je te disais tantôt, là, le mixer des arts. Pour moi, c'est important. Par contre, je suis quand même, j'aimerais quand même essayer d'être capable de faire du stand-up classique. Mm-hmm. À chaque fois que j'en écris, ça dérape. Là, j'ai un numéro là-dessus que c'est comme dans mon heure, que c'est une parodie de stand-up. Oui, c'est celle que j'ai vue pendant les Nuits Blanches. La Nuit Blanche, ça se peut, ouais, que tu l'aies vu une partie. Il y a une version longue, par contre. J'ai vu, il y avait 2 parties dans le sketch. Il y a un props avec un objet que tu sais pas ce que c'est. Ouais. Et l'autre partie, c'est une parodie de stand-up que j'ai beaucoup aimé. Mais je me demandais est-ce que ça allait marcher aussi avec les gens qui sont pas fans d'humour, parce qu'il y a beaucoup de référents quand tu consommes de l'humour, tu te dis il a parlé de ça, il a parlé de ça, il a parlé de ça. T'as limite. J'avoue. Mais je me demandais est-ce que ça allait marcher avec des gens qui écoutent moins d'humour, mais ça avait très bien marché ce soir-là en tout cas. Merci. Peut-être que c'est plus efficace quand il y en a quelques-uns qui ont passé avant moi. Oui. Que si je suis le premier à ouvrir. Surtout s'ils ont utilisé tous les termes. Ces patterns, là, ouais. Ça, c'est vrai que ça peut marcher très très. Dans une soirée open mic, je crois que si tu arrives avec ça, parce que ça va être tu vas avoir plus ces patterns-là qu'on a au départ, d'utiliser. Effectivement, ouais. Est-ce que vous avez remarqué ce genre de choses? Je veux pas te brûler spoiler le number, ouais. Mais j'avais beaucoup aimé. Mais après, étant fan d'humour, si tu fais des blagues méta, je suis là, il a fait des blagues méta sur l'humour. Enfin, c'est ça. C'est ça. Non, mais moi, quand j'essaie d'écrire de l'humour standard, ça dérape. Mais un jour, je vais être capable d'écrire un bon number sur de quoi les feux d'artifice. Je vais être capable d'écrire un numéro là-dessus. Ça va. Qui sait, j'aurais peut-être un très bon numéro sur un PowerPoint un jour. Ben oui, c'est ça. J'attends juste ça. Ça marche, je t'enverrai ça si j'en ai un. S'il vous plaît. En 2022, tu es à nouveau nommé au Gala des Oliviers pour la catégorie numéro humour de l'année, avec le sketch présentation PowerPoint. Tu participes au Gala Juste pour rire dans la soirée de Rosalie Vaillancourt. Tu participes au Gala Comédia encore une fois. Octobre 2022, tu participes à l'émission La France, un incroyable talent dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais comment ça s'est fait
de participer à cette émission-là? Pourquoi cette envie de participer à La France est incroyable talent? Je tiens à préciser que c'était pas nécessairement un envie ni un objectif. OK. C'est un concours de circonstances. C'était supposé être un autre humoriste. Finalement, ça marchait pas. On m'a proposé moi. Ils ont dit oui. Fallait envoyer une démo. Fallait envoyer des 3 textes parce que potentiellement, si tu te rends en finale, tu fais 3 numéros. Ah, OK. Il faut directement proposer les 3 numéros. Ouais. Okay. Au moins, je pense faut que tu leur rassures que tu as 3 numéros. Que tu as la possibilité de présenter 3 numéros. Exactement. Okay. Je pense que je l'ai vraiment fait pour le gag. Okay. C'est comme, hey, c'est tellement ridicule. Pourquoi je ferais ça? Puis aussi une manière d'immortaliser les numéros que j'étais content d'une manière exagérément trop gros. Là. C'est comme, surtout les demi-finales qui étaient comme pas dans la même salle. Oui, c'est vraiment une très grande salle. Ah oui, la captation télé n'a pas de sens, là. Tu sais, c'était tellement les candidats qu'il y avait avant moi, puis après, puis dans les coulisses, c'était ridicule. Je me suis vraiment dit plusieurs fois qu'est-ce que je fais ici, là. Oui, tu passes après 3 trapézistes, des cracheurs de feu. Exactement. Il y avait des numéros particuliers aussi. Un équilibriste. Il y avait vraiment la chanteuse francophone du Roi Lion. Ça, j'en suis jamais revenu. Là. C'est le cercle de la vie. Puis évidemment, des chanteurs qui jouaient en même temps plein d'instruments. Je suis comme, hey, mon numéro, il est mieux d'être un peu bon, là. Puis les commentaires des juges ont vraiment été positifs. Oui. Du moins tous les juges humoristes. Éric Antoine, Sugar Sammy, Kiev Conjandi. Je le prononce bien son nom? Kian Conjandi. Excusez. Kian Conjandi. Kian a été vraiment... je pense qu'il a fait remarquer à quel point c'est dur de faire un truc d'humour dans un contexte comme ça. Ah oui, il a mis ça en évidence il y a une distance entre toi et le public tellement loin, premièrement. d'1 kilomètre. Ouais. Qui est assez impressionnant. Donc il a mis ça en évidence mais ce qu'il vient de faire est super stressant, super dur. C'est pas un contexte qui est bon pour l'humour, quoi. Donc, non, c'est ça. Puis juste te mettre en contexte, il y avait un numéro avant moi que c'était Star Wars en ballon. Ils ont refait genre... On parlait de Jabba de Hutt tantôt, là, mais c'est ça. Ils ont fait tous les personnages, Princesse Amidala en ballon, tout gonflé. Puis, pour préparer ça, le public a dû rester assis 1h15, 1h30 à voir les installations des personnages. Fait que c'est drainant, là, pour l'énergie, là, puis à quel point tu as le goût de voir si longtemps que ça. Puis, parce que le résultat doit être cool à voir, mais toute l'installation, tu t'en... Mais ce qui est magique, c'est que les juges n'étaient pas tant impressionnés. Ça, c'est surtout le bout que j'ai adoré, là. Tu avais les juges qui étaient sur leur selle, le public fait comme là, c'est long, me semble un peu. Mais pour vrai, c'est vraiment beau, là. Je leur enlève rien. Le final est beau, mais... À la télé, ça donne un résultat époustouflant. Puis je pense qu'avant, il avait fait un autre film. C'était-tu Jurassic Park? Je sais plus le film. Pour les auditions. Ultimement, c'est vraiment beau, puis c'est une grosse équipe. Puis tu fais comme, ouais, la pression est grosse pour moi là, qui était prêt. Mais tout ça pour dire que le public est assis là longtemps. Fait que quand tu viens le temps de faire des blagues, là, tu ne sais pas s'ils vont être écrasés, puis s'ils vont être impressionnés. Puis, moi, mon seul objectif rendu là, c'était de ne pas me planter. Objectif atteint. Largement. Comment? Je dis l'objectif est atteint. Ouais, l'objectif est vraiment atteint. Très, très bien passé. Je suis content. Le deuxième round... une ovation en plus. Le premier round, beaucoup de haters sur Internet. Le monde qui comprenait pas le niveau. OK, ouais. Pourquoi c'est de l'humour de maternelle. Ce gars-là, il s'est pas dessiné. Il est où le talent? Mais les juges ont tripé. Oui. C'est grâce aux juges, évidemment. Que chance, c'était pas un vote du public parce que mais calisse que j'aurais été éliminé rapidement. Mais le public présent avait l'air d'apprécier. Oui, j'avoue. Mais sur Internet, beaucoup de haters. Mais aussi beaucoup de monde qui ont adoré l'audace. Là, genre, qu'est-ce qu'il fait là? Puis c'est un peu la raison pour laquelle je suis allé. Là, c'est comme, what the fuck? Et en tout cas, quand on regarde la délibération des juges, puis j'ai juste été capable de l'écouter une fois parce que c'est trop de... J'aille ça m'écouter, premièrement. Mais dans la délibération des juges, on voit que j'ai pas assez proche. Là. Tu sais, c'est comme Sugar Sammy est venu me voir là, puis en me disant t'étais à ça. Là. Et mon plan, c'était un peu comme Rose Battle. La finale, faire de la calice de marde. Parce que c'était en direct, en plus. Okay. Je voulais présenter le pire numéro d'humour.
Ok. puis rien dire. Ça, c'était mon objectif ultime. T'avais envie de te faire hater par toute la Ah, mais je France. voulais un gros pied de nez, là. Ok. Ça m'aurait fait rire. Mais ça aurait été drôle dans le non-punch. Quand même, là, tu sais, ça aurait été... Oui. ça aurait pas été insultant nécessairement. Ça aurait été réfléchi, c'est-à-dire, là, mais ça aurait été ailleurs que ce que j'avais proposé, là. Dans ce numéro-là, il y a un petit temps avant que le public embarque au début, Oui. parce qu'il faut placer beaucoup d'informations Ouais. et c'est la répétition qui fait que ça crée quelque chose de drôle. Est-ce que tu arrives à être très à l'aise avec le fait qu'il y a un temps, ça rit pas? Je me souviens que j'étais malade le premier jour. L'audition, le numéro du cours de dessin, j'avais un mal de gorge. Et là, je me suis dit, ça se peut que je me plante. Parce que non, ils n'ont pas ri le premier gag du cheval mime, qui n'est pas nécessairement un gag, c'est un gagounet. Puis c'est ça, je fais comme ça se peut. Mais j'avais confiance que ça allait rire au moment que j'allais montrer la première queue. Excuse-moi. C'est toujours une bonne tu phrase. biperas ce mot-là. Non, mais j'avais un bon feeling. Puis là, après ça, je fais comme, oui, là, il commence à rire. Là, je commence à avoir du fun. Puis à la fin, ça allait bien. Mais ça montait crescendo dans le Ouais, sketch. mais ouais, c'est ça. Le premier, au départ, là, le monde n'est pas sûr. Là. Parce que c'est ça aussi, c'est que dans les auditions, il y a beaucoup de monde que c'est comme un peu un dîner de con. Là. Tu sais, on va rire de toi. Oui, il y a quand même eu quelqu'un qui faisait de la flûte avec sa chatte. Donc, Ouais. Tu sais, il y a de tout. Il y a de tout. C'est ça. Il y a de tous les talents. Puis c'était la même année que moi en plus. Mais pas le même soir. Tu l'as précisé pour que tu as eu beaucoup de questions par rapport à ça. C'était la veille, ouais. Mais ça en parlait beaucoup dans les coulisses. Fait que j'avais le feeling, mais ça, c'est juste mon instinct, que le monde... Tu sais, vu que je montre des dessins laids faits sur Paint, peut-être que dans la tête du monde, c'est genre juste... OK, c'est juste quelqu'un qui vient présenter des dessins laids. Mhm. Puis que c'est pas nécessairement bien écrit ni drôle. Donc ça, c'est mon intuition me dit ça. Peut-être que le monde fait comme c'est pas un vrai numéro, là. Oui, c'est ça. Tu comprends pas. Ouais. C'est ce qui est plus dur avec l'humour absurde, c'est que vraiment, il y en a qui comprennent pas du tout, quoi. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait que aussi ceux qui aiment ça tripent à fond parce que c'est pour eux. C'est un style d'humour. Exact, ouais. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de regarder des spectacles et de pleurer de rire, me tourner vers la personne qui est à côté de moi et qu'elle ne rit pas du tout. Et je fais waouh. Je crois aussi que c'est ça qui est magique avec l'absurde, c'est parce que tu le sais que c'est pas tout le monde qui trouve ça drôle que tu trouves ça drôle. Moi, c'est parce que je sais qu'il y a du monde choqué de voir certains numéros, que j'apprécie certains numéros. Je parle pas des miens, là, je parle de numéros de d'autres humoristes en général. absurdes. Je sais qu'il y a du monde qui vont pas pogner le niveau, puis c'est comme, ouais, c'est ça qui est bon. Je comprends. En décembre, tu participes à ton premier festival de Montreux, le plus gros festival d'humour francophone, qui est vraiment un truc énorme pour les humoristes européens. C'est vraiment un accomplissement énorme, et pour les Québécois, pas tant. Pas tant, on sait pas tant c'est quoi. À part être vraiment quelqu'un qui consomme tout l'humour francophone sur YouTube. Je pense que c'est quand même une des chaînes YouTube les plus connues pour le stand-up, là, francophone, là, du moins. Là. Hyper bien référencé. Si tu tapes stand-up, je crois que c'est un des premiers trucs qui vient. Comment tu décrirais cette expérience à Montreux? Ça a été tellement rapide, là. J'arrive là, le lendemain, je fais le show, puis le surlendemain, je reviens ici. C'était évidemment un gros tournage. J'étais en première partie, donc parfait inconnu, le monde ne me connaisse pas. Quoi qu'il y en avait un peu qui m'avait vu à la fois sur un incroyable talent, là, mais ça a bien été, ça a ri. C'était parfait, là, comme l'accueil, là, puis tout ça, puis comme occasion. Non, j'ai bien aimé ça, franchement. Okay. Est-ce que tu le referais? Oui, 100%. 100%. Ah oui, tout à fait. Si Montreux écoute, déjà, vous êtes bien référencé sur Internet et il faut réengager ouais, Jean-Michel Martel. C'est sûr que, bon, il y a le billet d'avion là, qui est un peu plate. Là, mais... C'est ça. Puis la vie en Suisse. Exact. Compliqué. Et en 2023, tu es nommé aux Oliviers dans la catégorie découverte de l'année. Et après le 26 mai, au Théâtre Sainte-Catherine à Montréal, tu présentes 1 heure de matériel. Qui a en fait duré 1h45. 1h45. Je fais comme, je pense que ça va durer 1h15. Mais c'est ça, j'ai eu beaucoup de plaisir. Le show que je fais au mois d'octobre, ça va être basé un peu là-dessus. Ça va être un peu amélioré, évidemment. Resserré ou... resserré avec des nouveaux numéros. Mais ça va partir avec la même base. Donc, oui, j'ai eu beaucoup de fun à faire ça, le Théâtre Sainte-Catherine, avec du monde qui se déplace que pour toi. Là, pendant, t'es pas un humoriste parmi tant d'autres sur la soirée. Le monde, il s'attend au pire là, de toi. Fait que, pour moi, c'était parfait, cette soirée-là.
Et autre projet que j'ai trouvé complètement absurde et fou, et dont les humoristes parlent pas mal dans les soirées d'humour, c'est que tu as présenté une web-série sur les luminaires. Et Ouais. il y a beaucoup d'humoristes qui en parlent tu as vu qu'il a réussi à faire des blagues sur des luminaires. Je trouve incroyable. Comment ça s'est fait et comment on écrit des blagues sur des luminaires? Ça, c'est basé sur quelqu'un qui m'a... Le propriétaire ou copropriétaire d'une compagnie qui s'appelle Snock, qui font juste des luminaires. Knock, knock, knock. Exactement. Ils m'ont demandé de faire des mimes parce qu'ils avaient vu mes photomontages qu'on parlait tantôt. Ils font, ok, Jean-Michel, il est humoriste, il a du contenu web, il était capable de nous écrire des mimes. Et j'ai écrit 45 mimes de luminaires, puis pas des jeux de mots, parce qu'il faut que les blagues marchent en anglais et en français. Donc la seule prémisse, c'est fais-nous des blagues qui incluent un luminaire. D'accord. Et là, je suis parti avec ça, et je suis vraiment content du résultat. Puis visiblement, eux autres aussi, parce qu'ils m'ont dit après ça, on aimerait ça que tu nous fasses une web-série. Je suis comme, ben là, une web-série de luminaires. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, là, Calice? J'ai fait, ok, attendez, laissez-moi y réfléchir, je vous reviens. Et après ça, j'ai fini par trouver, ok, je pense que j'ai une piste. Ça fait que c'est devenu un stand-up vraiment mauvais, que le gars il est pris en otage un peu, là, quasiment, là, pour faire des blagues de luminaire, puis qu'on sent que le show il est commandité par cette compagnie-là. Puis moi, j'ai aucune liberté créative à part que de parler de luminaire. Ça a été le meilleur moyen que j'ai trouvé pour plugger ce produit-là. Je suis bien content du résultat. Je l'assume 100%. C'est drôle. J'ai hâte de voir le film, surtout. Le film des luminaires, là, la comédie musicale. Ils vont te demander une trilogie. Ouais, n'importe quand. Puis la version anglaise, anglophone, qui est jouée par Mike Patterson, qui est malade. Il a pris mes textes, puis il les a juste joués en anglais à sa façon. C'est comme, bravo. Et est-ce que quand tu écris des blagues sur des luminaires, tu te dis « Ah zut, j'ai trouvé tellement une bonne blague de chaise » ou ça marche pas comme ça? Non, même pas, là. Ça serait malade. Ah, quelle bonne joke de gouttière. Si seulement je pouvais plugger une lumière là-dedans. Non, je pars avec mon calepin, je dessine, je gribouille. Je fais comme, il y a de quoi faire avec... ça ressemble un peu à un poteau de barbier. Il y a de quoi faire avec ça. On peut jouer au limbo avec. Puis... Après ça, c'est comme, il faut que la joke soit bonne. Mais c'est ça, c'est difficile. Beaucoup d'essais-erreurs. Mais c'est le projet le plus absurde que j'ai fait. Ah oui. Mais je pense que oui. Est-ce que s'il y a d'autres compagnies qui écoutent le podcast, ils peuvent te contacter pour vendre des éviers, oui, je suis ouvert des tables, des micros, des chats, je cherche ce qui est autour de moi. Ah, des chats, oui, des 45 bonnes jokes de chats, oui, je serais game. Non, pour vrai, j'ai adoré le défi créatif. J'adore que dans ma tête, il y ait des compagnies de chats. Ouais, des compagnies de chats, hein? Des belles usines de chats. C'est tellement un défi créatif, mais en même temps, c'est quasiment plus facile à écrire quand t'as une base puis que t'as un sujet que quand t'as rien. Oui. Parce que là, t'as pas le choix d'écrire des jokes de luminaire. Fait que vas-y, puis garde-toi avec ça. Fait que ouais, c'est effectivement comme Alex Lévesque avait dit à sous-écoute, c'est un rêve fiévreux. Quand tu vois les résultats là, de tout ça, là, c'est comme voir qu'il y a autant de blagues de luminaire. Mais ouais, j'ai adoré le défi créatif n'importe quand pour refaire ça. De quoi dans le genre. Ça marche. Ben, comme le podcast est essentiellement écouté par des grandes compagnies, je pense que... Oui, c'est Nestlé qui l'écoute. Ah, principalement. Donc c'est parti. Nestlé, allez-y. Ouais, engagez-moi. J'allais dire, s'il y a des grandes compagnies qui écoutent, vous pouvez sponsoriser le podcast aussi. Hein, c'est pas... Ah ouais, ben un ou l'autre. L'un ou l'autre. On peut pas faire les deux. Ou alors tu fais les pubs en début de mon podcast. Ouais, peut-être. Mais là, ça commence à complexifier parce que là, ça m'enlève la possibilité de faire des mimes. C'est vrai. C'est uniquement audio. Ah, ok. On va s'en reparler. On s'en reparle. Ça marche. Je pense être revenu sur une bonne majorité de ce que tu as fait. De mon lore. J'espère n'avoir rien oublié. Si c'est non, le cas, tout dit sans exception. Parfait. J'ai deux questions que je pose à chaque podcast et avant de faire le name dropping. C'est qu'est-ce que toi tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour? Vraiment le métier d'humoriste. Ok. Ce que j'aime le moins, ça, je suis pas mal sûr que c'est tout ce qui est quand tu sais pas quoi faire. Page blanche. T'es trop libre. Trop...
carte blanche, là, j'avoue que je fais comme, là, sur quoi je travaille, puis là, j'ai pas de piste de numéro, puis tu sais, souvent, moi, j'écris pas dans un café, j'écris à la bibliothèque. Je trouve que c'est là que je travaille le mieux. Ou quand j'ai une idée de numéro, passer minuit sur mon ordi. OK. On dirait que c'est là que je suis créatif, mais le jour, là, des fois, je fais comme là, qu'est-ce que je fais, sur quoi je travaille. Ça, je trouve ça difficile. De pas être capable de m'occuper nécessairement tout le temps. Quand j'ai des bonnes idées puis que j'ai de quoi faire, j'adore tout, mais le bout, tout ce que faut que tu te cherches comment t'occuper, ça c'est tough. Puis ce que je préfère le plus, on en a parlé tantôt, là, c'est quand tu penses que tu as une bonne idée, par exemple une V1 d'un numéro, puis que tu as fait, puis que ça marche. Et que tu te dis, ah oui, oui, c'était en effet une bonne idée. Ouais, j'ai pas perdu mon temps à écrire cette petite niaiserie-là. Ça rit. Enfin, fait que là, quand t'as une nouvelle affaire sur quoi travailler qui marche, puis t'as une bonne piste, là, il n'y a pas de meilleur feeling. C'est ça que je préfère. Ça marche. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière? C'est une bonne question. Moi, si je suis capable de... En fait, n'importe quoi, je vais prendre ce qui passe, honnêtement. Là. C'est que continuer à en faire, ben, j'adore ça. Si je suis capable de mixer mes passions, tu sais, mettons, j'adore le jeu vidéo, j'adore l'humour. Si je suis capable de faire peut-être une collaboration avec des compagnies de jeux vidéo, mixer l'humour, ça pourrait être trippant. Sinon, mon one-man show, évidemment, que un jour, je vise la tournée. J'ai pas de date encore, puis ultimement, une captation de tout ça. Ça, j'ai bien hâte aussi. Fait que non, continuer à faire ce que je fais. Là. Ça, c'est pas mal ce qu'on peut me souhaiter. Ben, je te le souhaite. Merci. Et évidemment, le film de Luminaire. C'est ça. La trilogie Uncut Edition. Version longue. Version longue. Ça marche. On peut passer au name dropping. D'accord. Donc là, je vais te demander à chaque fois de me donner un humoriste pour chaque catégorie. C'est pas stressant. Peu importe qu'il soit québécois, français, suisse, allemand, homme, femme, peu importe. Une personne pour chaque catégorie. D'accord. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré? Non, ils sont toutes... Il y en a beaucoup des gentils. Là. Honnêtement, j'ai pas de... Ben, il y a Daniel Grenier. Se peut-tu qu'il soit souvent nommé? Il a été souvent nommé. Oui. Ah, c'est sûr. Hein? Il est tellement gentil. En France, c'est Yacine Bellouz qui a été cité... je le connais un peu, oui. Énormément. Et au Québec, c'est vrai que depuis que je suis ici, Daniel Grenier a été cité très souvent. Ben, Reda, hier, a dit Daniel Grenier. Bon, tu vois, je vais être ultra pas original. Je vais répondre Daniel Grenier, mais il y a aussi les Denis qui sont ultra sympathiques là, dans la vie. Là, ça n'a pas de bon sens. C'est un peu l'inverse de leur personnage de scène, là, finalement. Là. Donc, ouais, ça serait ça. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? En début de carrière, je dirais que c'est Frankie. Je sais pas si tu connais un peu Frankie. Oui, vraiment. Parce que, bon, le fait qu'il proposait un personnage de scène vraiment clair, là, genre de gars en dépression, pas bien, là, avec des liners, des killers à chaque fois. En début de carrière, je dirais que c'est lui. Ouais. Okay. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux? Je vais être obligé de dire François Pérusse. Il est tellement régulier, il y a tellement de contenu. Là. C'est quelqu'un qui se dit qu'il veut écouter tout le contenu que produit François Pérusse. C'est comme inconcevable. Là. C'est 2 minutes par jour depuis 30 ans quasiment, plus les séries télé, plus des web-séries, plus les albums français, les albums québécois. Il y a tellement de contenu. Moi, j'admets quelqu'un qui est aussi discipliné que lui. Ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Puis avec des répliques cultes aussi. Là, oui. Souvent, ça fait comme, OK, ce bout-là, c'est malade. Là, bravo. C'est moins connu par chez nous qu'au Québec, mais les 2 minutes du peuple, nous, on avait une version, française. Rire et chanson que ça jouait. Rire et chanson, il passait, mais nous, c'était sur la radio belge. Quand on entendait ça, il y avait les émissions, mais les 2 minutes du peuple, c'était le truc qu'on attendait le matin. C'était le moment cool du matin avant d'aller à l'école, c'était qu'on avait les 2 minutes du peuple. Et on était trop contents d'avoir ce passage où on riait fort dans la voiture et faire rire des gens fort dans une voiture quand ils vont à l'école et qui sont pas encore complètement réveillés. C'est pas rien, hein? Bravo François. Je pense que c'était bien caché que c'était un Québécois, hein, dans sa manière de parler. Quand je l'ai dit à certains, ils m'ont dit ah ouais, il était québécois. Ouais, il adapte quand même sa façon de parler aussi, effectivement, ouais. L'humoriste qui pour toi joue le mieux, celui qui vend le mieux ses blagues par la façon dont il les joue. OK. Tu sais, je disais au début de podcast que nécessairement le stand-up classique, c'est pas nécessairement ce qui me ressemble le plus, mais c'est Simon Gouache.
Hey, il est tellement fort. Puis je suis allé voir son dernier show live qui s'appelle le show. Moi, je suis pas capable de faire du stand-up classique, puis je l'admire tellement. Tu sais, c'est des sujets qui, à la base, qui peuvent sembler convenus, mais quand il les joue, puis les gags sont originaux, c'est tellement incarné, c'est tellement... c'est une machine, une bête de scène, vraiment. Puis je pense que lui aussi, j'aurais pu le nommer dans l'écriture. C'est écrit à virgule près, puis c'est tellement précis dans sa manière de faire ses act-out, puis d'où veut jouer ses affaires. J'ai ri fort, là. Je recommande son show à tout le monde qui ont le potentiel de voir. Sinon, louer ses 2 premiers shows, ça vaut la peine, là. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement, soit quelqu'un que tu connaissais pas, que tu as découvert, ou quelqu'un que tu connaissais et qui est revenu avec une nouveauté. Un aplomb. C'est ça. Vite de même, qui m'a surpris dernièrement, je dirais, j'aime beaucoup Brian Piton. Ses petites tunes sur ses vidéoclips, je trouve qu'il y a vraiment des bonnes jokes. Brian Piton. Ça va. Je vais maintenant te demander de choisir entre 2 humoristes. Il faut que tu me dises lequel te fait le plus rire. Donc ça veut pas dire que c'est un que tu préfères plus à l'autre, c'est juste qu'il te fait un peu plus rire. C'est celui qui te provoque le rire plus entre les deux. D'accord. J'ai pris des gens que tu aimais bien. J'ai pris des gens que moi j'aime beaucoup. J'ai pris que des gens que je trouve super talentueux. Donc c'est vraiment pas pour dire que un est pas bon. Non, mais non. Jamais on penserait ça. Non. Pas du tout. Mais non. J'aurais pris d'autres personnes. Entre Mike Ward et Sugar Sammy. Et là là. Parce que j'ai vu plus de contenu de Mike Ward, je vais être obligé de répondre que c'est lui qui me fait le plus rire. Par contre, chaque fois que je vois des extraits de Sugar Sammy sur Internet, je ris fort, je ris de bon cœur. Les 2 sont excellents. Juste par la quantité de contenu que j'ai vu, c'est sûr, c'est Mike qui m'a déclenché le plus de rire, là. Ouais. Ok. Entre Michel Desrochers et Olivier Foy. 2 camarades de l'École nationale de l'humour. Ouais. Parce que je vois Olivier régulièrement, que c'est un ami proche. Tu sais, dans la vie de tous les jours, il est tellement punché, ça n'a pas de sens. Je ris fort. Il y a des callbacks de là, genre 4 heures. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Puis pour moi, quand il me donne des conseils, c'est bien important aussi. Puis Michel, je la trouve hilarante sur scène. Son personnage de scène est défini, très drôle. Mais parce que Olifoy, je le vois un peu plus dans la vie de tous les jours. Je vais dire Olifoy, mais j'adore Michel, évidemment. Entre Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy Desmarais. J'aime pas ça, ton jeu, man. J'aime vraiment pas ton jeu. Ah, calice. Mais t'es gentil parce que tu n'aimes vraiment pas mon jeu, mais tu le joues premier degré. J'aime beaucoup, merci. Ah ouais. Pourquoi on joue à ce jeu-là? Ça donne quoi à qui? Qui en retire gagnant? Non, je sais. Je vais dire aucun des 2. Je vais pas dire les 2, je vais dire il y en a aucun qui me fait rire. Et voilà. Ça marche. Ils préféreront entendre ça. Ouais, c'est ça. Non, pour vrai, les 2 sont hilarants. Je contourne la question. Entre François Pérusse et Frankie. Le bien, c'est qu'en plus, déjà, au début, c'était difficile et après, c'est des choix plus durs. Ça devient personnel. Après, c'est aussi une excuse pour dire du bien des 2, si tu veux l'utiliser comme ça. Là, mais... parce que je suis parti en Europe avec Frankie, puis que j'ai ri fort tout le long du voyage, on se roastait, Ouais, juste pour cette expérience-là, j'ai beaucoup ri avec Frankie, mais les côtes de Pérusse sont plus cultes dans ma vie, évidemment. Là. Entre Alex Lévesque et P.O. Forget. Ah, tabarnak, je tenais! Ah là là! Non, je veux pas répondre à ça. Non, ça, je la skip. Je me doute. Mais la dernière, tu vas sûrement la skipper aussi, du coup. Entre les Denis Jean-Thomas Jobin. Les Denis Drolet et Jean-Thomas Jobin. Bien sûr. Je la voyais venir 100 000 à l'heure. OK. Je vais quand même répondre une réponse honnête. Tu la voyais venir, cette question-là. Là. Oui. C'est pour ça que je voulais pas venir à ton podcast. Je veux pas prendre une décision entre les 2. Je crois que Jean-Thomas Jobin a quelques numéros plus cultes que les Denis, dans le sens que le restaurant est pour moi le numéro qui est peut-être le plus tête, que j'ai le plus écouté, qui est le plus révolutionnaire dans le style, dans le... Bon, comme je disais, de la manière de faire de l'humour. Fait que pour ces numéros-là, Jean-Thomas. Et pour l'énergie purement comique,
Je vais dire les Denis. Ça marche. C'est pas pire, ça, comme C'est réponse? pas pire comme réponse, c'est très bien. Mais les deux, c'est des idoles, évidemment. Les trois, c'est-à-dire, là, ouais. Désolé de t'avoir fait endurer ça, le choix, c'est terminé. C'est enfin. Je te laisse tranquille. Ouf. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. J'ai une petite dernière. Oui. C'est qui, toi, tu aimerais entendre dans le prochain épisode? Mais c'est surtout que tu t'en vas, hein? Oui. Mais après, j'avais fait des épisodes avec des humoristes québécois à distance. C'est toujours possible. Je connais pas beaucoup les humoristes francophones hors Québec. Mais je peux faire des épisodes à distance. Ouais. Tu vois, moi, je dirais Alex Lévesque. C'est quelqu'un que je trouve tellement punché, là, ça n'a pas de calice de sens. Puis il a un background de fun, BDiste aussi. Oui, ça BD est tellement drôle. Ah ouais, non, c'est vraiment bon. Ça BD, son contenu web, ses personnages, ses act-outs, ses voix. Moi, j'admire vraiment Ok, Alex Lévesque, ça marche. Alex Lévesque, ouais. À distance. Ou sinon, je connais un des seuls humoristes suisses que je connais, Bruno Pecky. Connais-tu Bruno Oui, Pecky? je connais Bruno Pecky. Ça pourrait être quelqu'un de plus accessible. Qui était venu ici en début d'année. Je ne sais pas s'il y est toujours. Non. Qui est venu... Il est reparti? Non, ouais, il Ok, est reparti. Il est reparti. Parce qu'il était venu faire le conservatoire. Là, il y en avait plein son Montréal. gros cul. Plein de marde. Voilà. Okay, comment ça finit, ce voilà, podcast-là? Ça, tu me diras si je le garde. Ouais, garde-le. Ouais, mais juste ça. Garde juste ça. Juste ça. Merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir pris le temps et d'avoir combattu de ta haine du podcast. Merci, Monsieur Canon. Un grand plaisir. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.